Salut à tous et bienvenue pour le 211e numéro d'Hors-Jeu Capital, l'émission qui parle de l'actu du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Twitch. Nous sommes le dimanche 31 octobre ou 1er novembre, je ne sais même plus. 30 Bref, octobre. le 30 octobre, faux sur toute la ligne, comme d'habitude. Bienvenue à tous. Avant de vous présenter mes camarades du jour, je vais saluer tous les gens qui sont sur le live Twitch. Merci à tous d'être déjà nombreux. Alors, je regarde tous ceux qu'il y a. Il y a Adrien Kedge, Angel PSG, Annette DM, Luciano Tos, c'est original. Steph Bernardo, bref, vous êtes nombreux comme d'habitude. Merci encore, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Surtout le dimanche comme ça, mais c'est sympa, dimanche personne ne travaille. On va débriefer ce sympathique match, vous le voyez, victoire du Paris Saint-Germain, 4-3, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la défense, et je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà qui en parlent sur le live. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan, professeur d'histoire, spécialiste de la géopolitique du sport, et notamment co-auteur avec moi et Clément Pernien, du livre sur les 50 ans du PSG, une histoire populaire du Paris Saint-Germain. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Ça va super bien, je suis sponsorisé par FR Algan aujourd'hui et je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous parce que c'est vrai que tu as un léger mal de crâne, on va essayer de minimiser. Je vous aime tous. Mais on t'aime aussi Jean-Baptiste. Et le deuxième camarade du jour, vous le connaissez, j'ai même pas besoin de le présenter, c'est coach Yacine Amned. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous, ça va? Bon, toi, tu étais au parc hier pour Paris United, tu étais en tribune presse comme à chaque fois lorsque le PSG joue au Parc des Princes. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, Yacine, notamment sur la défense. Donc, je le disais, victoire du Paris Saint-Germain, 4-3. Le Paris Saint-Germain a été mené 2 fois au score et à chaque fois a trouvé les ressources pour revenir et finalement l'emporter. Donc, il y a eu un premier but de Carlos Soler. Ensuite, on a eu un but de Léo Messi. Un fantastique but de Léo Messi. On a eu aussi Neymar, buteur. Et enfin, un penalty de Kylian Mbappé. Pour 3 buts du côté troyen. Tout d'abord, sur le débrief général, messieurs, je vais te donner la parole tout de suite, Jean-Baptiste. Comment tu as trouvé le match? C'était un match qui était plutôt vivant, Jean-Baptiste. On a vu de très bonnes choses. On a vu des moins bonnes choses, notamment du côté de la défense. Avant de te donner la parole, parce que comme c'était une composition un peu inédite, je vais vous donner la composition. Donc du coup, Donnarumma dans les buts, avec une défense centrale, Kimpembe qui était capitaine hier soir, accompagné de Ramos. Sur les côtés, on avait Bernat à gauche, Mukele à droite. On avait un milieu de terrain, Marco Verratti, Vitinha et Carlos Soler. Et pour finir, on avait le trio offensif, Neymar, Messi, Mbappé. Voilà, Jean-Baptiste. Quand on regarde ce que ça a donné, le match était vivant, c'était plutôt sympa à regarder. Après, tu prends des buts largement évitables. Tu vois que le retour de certains ne fait pas forcément les affaires de tout le monde. Et que tu as la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. Parce que pendant un moment, tu te dis, tu vas avoir le ballon, mais tu vas pas marquer. Et puis après, la machine se met en route. Et puis, tu as des joueurs qui sont Messi hier, Neymar. Tu as presque envie que Mbappé marque sur la passe géniale que lui fait Neymar. Et finalement, ça reste un match qui était très sympa, même pour 3. Bon, la seule chose qui m'a posé un problème, finalement, c'est Bruno Irles, qui était déjà version Halloween, mais avant l'heure, avec ses petites lunettes là. Moi, il m'a effrayé tout le match. Chaque fois qu'il y avait un gros plan sur lui, j'étais là. Mais Jean-Baptiste, c'est marrant que tu te dis ça. Je me suis fait la même réflexion hier devant mon écran et je trouvais qu'il avait une tête de serial killer. Exactement. Tu vois, genre un mec en survêtement planqué dans une forêt des Vosges. Il me faisait rappeler je sais pas si, après pour les plus vieux, on va encore se traiter de boomer, mais peut-être le film de Belmondo, La peur sur la ville. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et Voilà, je me suis dit, mais waouh. Mais pour ceux qui ont la référence. Voilà, il faut l'aider, quoi. Il faut l'aider. Ils ne seront pas nombreux. Yacine, pareil, sur le débrief général, toi qui étais au Parc des Princes, tu avais véritablement une vraie vue d'ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Déjà, je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais moi, je préfère assister à un match comme ça, à 4-3, qu'un 2-0 triste, monotone. Même si Paris a pris 3 buts, voilà, je trouve que le match était vivant, au moins ça joue au foot. On vante souvent la première ligue, le championnat allemand, parce qu'il y a des buts, parce que c'est ouvert.
Je vais pas te dire aujourd'hui, ouais, je suis dégoûté, Paris a gagné 4-3, j'aurais voulu un 4-0 ou un 1-0 bien fermé, etc. Non, moi, je trouve que c'était déjà de ce côté-là, c'était bien. Après, évidemment, qu'on va revenir sur pourquoi tu as pris 3 buts. Et là, effectivement, après, il y a des choses qui sont pas normales. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'a fait le PSG, notamment offensivement. Ce qui est dommage, c'est que en fait, on a l'impression que c'est à chaque fois avec le PSG depuis quelques temps, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit on est bien défensivement et offensivement, on a du mal, soit on est bien offensivement, mais c'est défensivement qu'on a du mal. On a l'impression que tu ne peux pas avoir d'équilibre ou tu ne peux pas avoir un match maîtrisé dans les deux secteurs. Donc voilà, c'est problématique, quoi. Mais bon, en tout cas, c'était une belle victoire qu'ils ont plus été chercher alors, au talent et à l'envie aussi, parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre. Et je pense que ça aussi, c'est à noter quand même, que sur la tactique ou le système de jeu ou la réponse tactique de Galtier aux problématiques posées par 3. C'est plus le talent et l'envie, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a quelques commentaires déjà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est Steph Bernardo qui nous dit allez, un peu de positif quand même. On s'ennuie moins qu'avec Pochettino. Il n'a pas tort, Yas, hein, JB. Pareil. Hein. Et tu as Def Camp qui nous dit on arrête de paniquer sur la défense, s'il vous plaît. Ils vont travailler ça. Oui, ils vont travailler ça, mais quand même, on a pris 5 buts en 2 matchs, qui n'est pas normal contre des équipes moyennes, on va dire. Donc oui, c'est quand même un petit peu inquiétant. Qu'est-ce qu'on a d'autre surtout avec le match qu'ils avaient fait. Oui, on fait référence au match face à Haïfa, pardon. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler des choses qui fâchent, et notamment l'entame de match, Jean-Baptiste. Et c'est vrai qu'on a vu cette équipe troyenne, JB, transpercer ce milieu et cette défense parisienne en début de match. Il y a eu quand même pas mal, ils ont réussi quand même pas mal de fois à s'approcher des buts parisiens. Et c'est vrai que, je ne sais pas si Yacine, on peut mettre la déclaration de Christophe Galtier sur justement les problèmes qu'a posé cette équipe de Troyes et pourquoi le PSG a subi autant de vagues en début de match. JB, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce que tu as été un peu inquiet? Parce qu'on rappelle que Troyes a marqué au bout de 3 minutes. Et on avait l'impression, c'est vrai que les défenseurs et même un peu le milieu étaient perdus dans ce début de match. Alors avant, je vais quand même lire la déclaration qui s'affiche. Donc voilà, question du journaliste. On a vu de gros déséquilibres défensifs. Qu'avez-vous pensé de votre prestation ce soir? Oui, on a fait une très mauvaise entame de match. L'horaire ou la victoire de mardi, je ne sais pas. Dans mon esprit, il y a une recherche d'avoir la meilleure animation offensive possible. Et ça a marché encore ce soir. En revanche, on a été complètement ouvert quand on était très haut. Il y avait trop de déséquilibre. À la perte, on a eu envie, mais on l'a très mal fait. Il parle de la récupération de balles, évidemment. Ce soir, on n'a plus joué pour attaquer et on ne peut pas faire que ça. Il faut un équilibre. C'était sûrement bien pour les téléspectateurs, mais pas pour l'entraîneur. C'est à toi, JB. Moi, ce que j'ai vu d'abord, c'est que Troyes était extrêmement rigoureux au début, avait un plan de jeu qui était clair. C'était t'attirer, te contrer avec une transition très rapide, et surtout quand toi, tu étais en phase de transition, parfois en passant par les ailes, parfois passant littéralement ton milieu de terrain. Et là, tu te retrouvais en 1 contre 1 avec des joueurs très solides qui ont été très bons hier du côté troyen. Donc ça, le plan de jeu de Troyes a joué. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'on avait un mal fou à faire s'articuler Bernard Kipembe. Et il y a toujours eu un décalage de ce côté-là. Le retour de Kipembe, finalement, on l'a peut-être aussi payé. Cette entame de match, elle pose des questions. Parce que finalement, tu te retrouves avec un Donnarumma qui se retrouve beaucoup plus exposé, avec un milieu de terrain qui, dès que tu le franchis, alors que tu es en début de phase offensive, te met en très grande difficulté. Et on a eu à chaque fois, sur le premier but, c'est le cas, sur le deuxième but aussi. Bon, les coups de pied arrêtés, c'est encore autre chose. Mais on est vraiment sur quelque chose qu'il faudra travailler, parce que si tu prends un City, si tu prends un Bayern, tu finis ils ont eu au moins 3 bonnes occasions sur les 20 premières minutes. Compliqué. Merci JB. Pareil, Yacine, hein, sur l'entame de match. C'est ce que dit Galtier, le fait que peut-être que Paris a voulu récupérer le ballon trop vite, mais l'a mal fait, et ce qui a donné aussi pas mal de séquences troyennes. On a vu quand même qu'on s'est fait transpercer pas mal de fois. Comment tu l'expliques? C'est le remaniement, ça, Yass, le changement d'homme, le changement encore de défenseur central. Comment tu peux expliquer que Troyes ait eu autant de facilité à s'approcher des buts parisiens?
Ben, en fait, depuis le début de la saison, on est pratiquement sur la même longueur d'onde avec Galtier. Je trouve que là, il se trompe en fait. Il se trompe parce que pour moi, c'est pas avoir voulu récupérer le ballon vite. C'est que en fait, il y avait aucune organisation défensive. Euh, alors, déjà, je vais expliquer l'entame de match. Et pour ceux qui suivent les podcasts depuis longtemps, je l'ai souvent répété. Après un match de Ligue des Champions, le premier quart d'heure, il est toujours compliqué pour relancer la machine. Et ça arrive à tous les matchs. Donc finalement, moi, je ne m'attendais pas à une bonne entame. Bon, je ne m'attendais pas à une entame aussi catastrophique. Mais je ne m'attendais pas à une bonne entame. Euh, le problème, c'est que tu as déjà cette partie à gérer dans l'entame de match. Mentalement et physiquement, c'est compliqué. Après, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, le constat, c'est pas d'avoir voulu récupérer le ballon vite. Le constat, c'est d'avoir voulu pas récupérer le ballon, en fait. Personne ne défend en avançant. Mukele, heureusement qu'il a 10 minutes compliquées. Heureusement qu'il sort 30 minutes défensivement de très haut niveau parce que franchement, ça prenait l'eau dans tous les sens. Et puis il faut dire qu'ils ont sur les côtés des joueurs très rapides, 3, Yacine, hein. Ouais, il y a beaucoup de vitesse à 3, il y a beaucoup de puissance. Et sur les transitions, il faisait mal. Et il n'y a pas que ça, parce que c'est des joueurs aussi qui sont techniques. Donc voilà. Le problème, c'est qu'en fait, au milieu, tu n'étais pas en place. Devant les 20 premières minutes, ils n'ont fait aucun effort. Et même Neymar un peu moins que d'habitude sur les 20 premières minutes. Et défensivement, tu n'es pas bien. Bernat, franchement, Bernat, alors encore une fois, moi j'aime beaucoup le joueur, il est très intelligent, etc. Mais là, il faut quand même se poser des questions sur son niveau athlétique. C'est juste pas possible. Quand il y a une accélération, il prend 10 mètres sur 5 mètres. Donc ça ne va pas être possible. Et puis après, il y a les automatismes, évidemment. Il y a Kimpembe. Je pense que Kimpembe, il voulait surtout pas se reblesser. Donc on l'a vu aussi pas prendre de risques. Mais il y a tellement d'erreurs de placement que pour moi, le vrai point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Galtier, c'est de dire on a voulu récupérer le ballon trop vite, donc on n'était pas en place. Moi, je pense surtout qu'on n'est pas du tout en place tout court, ni en voulant récupérer le ballon vite, ni en voulant pas le récupérer, parce que moi, je reste persuadé qu'il y a des séquences. Quand je dis pas le récupérer, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en mode on va défendre pour récupérer le ballon. On se met en mode bon, on y va, voilà, c'est désordonné et tout. C'est pas dans l'idée. Tu vois, par exemple, quand tu regardes des fois le Bayern ou City, tu sens l'envie d'aller récupérer le ballon tout de suite. Là, moi, je ne sentais pas cette envie. J'ai quelques réactions, messieurs, sur le live. On a Denzich 971 qui nous dit c'est dans l'agressivité que la défense doit progresser. On a l'impression que chaque joueur se dit que son coéquipier va forcément rattraper les bourdes que le premier a fait. C'est à peu près ce que tu viens d'expliquer, Yacine. Et c'est vrai, Jean-Baptiste, hein, c'est vrai que dans l'agressivité, on a senti en début de match, les joueurs, après on reparlera, ça a été quand même beaucoup mieux, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un manque d'agressivité, et notamment Kimpembe, c'est vrai. Bah, ils ont été défiés physiquement. Ils ne s'attendaient peut-être pas à se faire rentrer dedans comme ça. Là où Ias a raison aussi, c'est que bah, en entame de match, finalement, tu sens qu'il fallait relancer les choses. 3 a bien joué le jeu, hein. Ils ont joué sur les forces qu'ils avaient. Et là, c'est vrai qu'à l'impact, bah, on a vu le résultat. Quand tu vois le premier but que tu prends, évitable dans le placement, mais si tu vas sur l'homme, tu déclenches pas la frappe. Et tu n'arrives pas aussi facilement dans la surface. Yacine, on a une autre réflexion, c'est Loïs Lip qui nous dit nous sommes trop loin les uns des autres pour pouvoir bloquer les offensives. On a aussi Tony Puccino qui nous dit pas prendre de risques, ça veut dire mal se placer. Non, ça ne veut pas dire mal se placer. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, je reviens sur ce que je dis depuis le début. Le problème, c'est pas de défendre haut, bas, etc. Le problème, c'est de faire tous ensemble la même chose. Et hier, encore une fois, on a une ligne de défense qui ne défend pas en avançant. Si tu ne défends pas en avançant, que tu as tes 3 attaquants, en fait, tu peux jouer avec. Tu vois là, ça va me permettre de parler de ça. On a beaucoup parlé du milieu de terrain, le milieu à 3. Ouais, avec le milieu à 3, on est mieux dans le cœur du jeu. On a du nombre parce que les deux, ils prenaient des vagues. Hier, on a pris des vagues, on était 3 milieux. Mais tout simplement parce qu'en fait, les vagues, ce n'est pas une question de 3, 5, 18 milieux. Les vagues, c'est une question d'attitude globale. Si tu peux mettre 5 milieux, mais si tu as une ligne de 3 derrière qui recule au moment où tu perds le ballon, parce qu'elle a peur de gérer la profondeur,
parce qu'elle a peur d'être éliminée, parce qu'elle a peur d'être prise dans son dos. Et il y a des actions qui Kimpembe, il faisait ce qu'on appelle recul-frein. Donc, en gros, tu recules pour ralentir l'action et il allait finir dans la tribune Auteuil, quoi. À un moment donné, il va falloir aller défendre quand même. Donc voilà. Et devant, comme tu as les trois alors, tu en as deux qui défendent pratiquement jamais. Et tu as Neymar qui l'a un peu moins fait sur le début de match. En fait, tu as des lignes complètement éclatées. Et donc, il n'y a plus de bloc équipe. Et le problème du foot, ce n'est pas de défendre haut, de laisser des espaces. C'est une question de bloc équipe. À partir du moment où tu as des joueurs de 3 qui pouvaient faire 20 mètres balle au pied, en plein cœur de jeu, c'est pas possible ça. Voilà, donc c'est un peu tout ce que les gens disent, mais c'est surtout, encore une fois, cette ligne de défense. Et d'ailleurs, ça me permettra après de rebondir là-dessus, Mousse, parce qu'il faut qu'on parle de Donnarumma, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées dans toute l'attitude défensive du PSG. Enfin, toute l'attitude. L'attitude des 4, ou des 3 quand c'est les 3, et Donnarumma. Ouais, on y reviendra parce que là, parce qu'on a beaucoup de messages sur le live et beaucoup de gens qui nous parlent de Kimpembe. On a Matétan qui nous dit la défense est juste catastrophique. Je ne sais pas ce que vous pensez de Kimpembe, juste horrible. On a pas mal de messages là-dessus. On va ouvrir le débat à Kimpembe. Hein. Donc, on sait qu'il revient de blessure. Kimpembe, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. On a appris cette semaine qu'il avait profité de son séjour à Aspetar, donc c'est la clinique qui se trouve à Doha, au Qatar, pour changer, pour se métamorphoser physiquement. Il a perdu un peu de poids. Il voulait gagner en vélocité. Mais ça ne s'est pas vu hier, Jean-Baptiste. Et tu as tweeté d'ailleurs pendant le match, quand il s'est fait remplacer, tu disais que justement l'entrée de Marquinhos allait apporter une certaine sérénité. Tu l'as trouvé si catastrophique que ça, JB? Tu sentais qu'il était en phase de reprise, ça se voyait, c'est-à-dire que tu voyais qu'il avait du mal à se positionner, tu voyais qu'il n'osait pas faire ce qu'il faisait à un moment donné. Souvenez-vous de la saison passée où tu le voyais littéralement faire les 2 pas avant, quitte à se faire prendre de vitesse et aller littéralement sur l'homme. Quitte à le découper, hein, parce que parfois ça manquait de subtilité. Là, on n'a pas eu ça. On a l'impression qu'il était systématiquement à regarder ce qui se passait à droite à gauche, pas forcément en très grande confiance. On sentait que physiquement, c'était pas ça. Et tu l'as vu sur ses interventions. Le premier but, honnêtement, il a une part de responsabilité. Le deuxième aussi. Et c'est dommage parce que tu as l'impression que depuis un an et demi, beaucoup d'équipes le ciblent. Parce qu'ils savent que sur la nervosité, sur le placement, sur l'impact physique et sur parfois des choix très contestables, c'est ton maillon faible dans ta défense. Ouais, mais tu as raison. C'est vrai que là, hier, Kimpembe, c'était pas ça. Et d'ailleurs, Yacine, tu parlais souvent du syndrome où Kimpembe avait le brassard de capitaine et à chaque fois, ça ne se passait pas forcément très, très bien. Avant de te donner la parole sur Kimpembe, Yacine, je vais lire la déclaration de Christophe Galtier hier en conférence de presse sur Kimpembe. Il dit pour Kimpembe, c'était un match de rentrée, la confiance, les repères, ça vient avec le temps de jeu. Mais notre défense n'a pas été forcément aidée non plus. À ton avis, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit notre défense n'a pas été forcément aidée non plus? Est-ce qu'il parle justement de ce que tu disais, des 3 devant qui ne font pas forcément les efforts, du bloc équipe, de l'équipe coupée en 2, pardon? De quoi il parle, Yass? Parce qu'il l'a un peu après dans une autre déclaration, en fait, tu as pris des vagues et tu as trop subi, tu étais complètement ouvert. C'est ça le mot qu'il a employé, c'était complètement ouvert. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est en gros, ils n'ont pas été aidés non plus par les joueurs devant eux qui n'ont pas ralenti les actions, qui n'ont pas empêché les Troyens d'avancer. Moi, je pense qu'il y a plein de choses. Alors, évidemment, comme d'habitude, on va dire, voilà, il revenait de blessure et je pense qu'à moins de 3 semaines du départ à la Coupe du Monde, mais évidemment qu'il n'allait pas prendre de risque. Tu vois, à un moment donné, alors je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais au parc, juste un peu, peut-être 5-7 minutes avant qu'il soit remplacé, il se touchait un peu la cuisse, il s'étirait un peu. On a l'impression que, tu sais, un peu dans la tête, genre en gros, c'est pas le moment où je me répète, parce que là, si je me répète, il n'y a pas de Coupe du Monde. Hein. C'est terminé, 15 jours, c'est mort. Et comme je le disais tout à l'heure, Yacine, hein, on sentait qu'il y avait un vrai manque d'agressivité chez Kimpembe, qui est plutôt une force d'habitude chez lui, Yacine. Voilà, donc ça, je pense que c'est évidemment lié au retour, la peur de rechuter, la peur de rater la Coupe du Monde. Et quand on voit le nombre de blessés qu'il y a en équipe de France, voilà. Donc, je pense que ça, on est obligé d'en tenir compte. Après, le problème, c'est que
c'est que ce qu'on a vu, c'est quelque chose quand même qui arrive régulièrement, et notamment quand il est capitaine. Quand il est capitaine, je ne sais pas s'il se met une pression supplémentaire, si c'est un poids supplémentaire en se disant je suis le Titi, j'ai le brassard, et il faut que je montre et tout. Parce qu'à chaque fois qu'il est capitaine, il y a des problèmes. Quand je dis des problèmes, ça veut dire qu'on encaisse des buts et il est coupable. On a l'impression qu'il n'arrive pas à se lâcher. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il y a le retour, il y a le brassard, il y a l'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que défensivement, il y a quand même quelque chose à régler. Après, je pense aussi qu'il y a un truc aujourd'hui dans le football, malgré tout. C'est qu'on a de moins en moins de défenseurs qui veulent aller défendre. Quand je dis ça, ça veut dire qu'ils ont tellement l'habitude, on les a tellement habitués à être toujours en supériorité numérique, qu'en fait, quand ils sont en 1 contre 1, on a l'impression qu'ils ont peur de défendre. Ton métier, c'est juste défenseur. C'est-à-dire que normalement, tu devrais savoir jouer à 1 contre 1. Mais en fait, ils ont tellement été habitués, les coachs, à leur dire 2 contre 1, il y a un attaquant, il faut qu'on soit 2, un qui va, un en couverture, que dès qu'il n'y a pas de couverture, ils sont traumatisés et ils ne veulent pas y aller. Et vous regardez tous les matchs le week-end, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en 1 contre 1, les joueurs n'y vont plus. Donc, quand tu ne défends pas en avançant, tu laisses le joueur prendre de la vitesse, tu as moins d'agressivité, les autres autour de toi te font la même chose, ça donne ce qu'on a vu. Et franchement, heureusement que c'est que 3 et que techniquement, il y a un peu de manque de justesse sur certaines situations. Parce que franchement, en première période, ils ont des contres à jouer s'ils les jouent bien. Ça peut vraiment, au bout de 25 minutes, tu peux être à 3-0, enfin 3-1 parce que Paris a quand même une ou deux occasions, mais tu peux être à 3-1 sans qu'il n'y ait rien à dire, quoi. JB, il y a quelques commentaires toujours sur Kimpembe. Alors, on a. Attends, je suis désolé, je vais m'approcher du téléphone parce que je ne vois pas très, très bien. Non, je ne vois toujours pas mieux, mais il se reconnaîtra. Kimpembe, il a une tête qui démontre qu'il n'est jamais serein. Toujours bouche ouverte, les yeux exorbités, il fait flipper. Niveau intelligence de jeu, c'est 10 sur 20, pas plus. C'est très dur. C'est Real Killer. Ah oui, c'est Serial Killer, pardon. Voilà. Et comme c'est en vert fluo, c'est pas évident à lire. Et on a Mouad qui dit si le milieu et les avants ne pressent pas les porteurs, les attaquants adverses vont recevoir trop de bons ballons, ce qui complique forcément le boulot de la défense aussi. Jean-Baptiste, est-ce que tu es d'accord avec le dernier commentaire? J'ai tendance à dire que le gros problème de Kimpembe, c'est que sur les dernières années, sur les 4-5 dernières années, par rapport à ce qu'il a montré, on n'a pas l'impression qu'il y a un progrès manifeste. C'est-à-dire que il a toujours ses qualités, mais on n'a pas vu finalement le footballeur s'améliorer dans son intelligence de jeu, dans son rapport au duel et dans sa capacité à maîtriser ses émotions. Et notamment quand il a le brassard. Et là, Yacine a complètement raison. Et c'est un peu moi la déception, c'est-à-dire que si honnêtement Kimpembe n'était pas parisien, si c'était pas un Titi issu du centre de formation, avec une vraie cote de popularité, peut-être que beaucoup d'entre nous seraient à demander son départ. Parce que ça reste effectivement un joueur qui est bon, mais qui ne te permet pas d'être sécure derrière. Et quand tu le colles avec Ramos ou Mukiele, toi, supporter, t'as peur. Galtier, tu sens qu'il est légèrement en tension sur le bord du terrain. Et tu vois les adversaires en face qui lâchent rien. Et qui se disent que de toute façon, avec eux, il y aura une ouverture parce qu'à un moment donné, soit il paniquera, soit il aura du mal à gérer son émotion. Et tu as presque envie de dire que c'est un très bon joueur, je ne vais pas dire de complément, mais qui a besoin d'être avec quelqu'un de beaucoup plus costaud à côté de lui, parce qu'il n'assume pas, finalement, sur le terrain, son potentiel et la responsabilité, finalement, à laquelle il aspire. Mais tu as raison, Jean-Baptiste, parce qu'à l'époque, on l'avait déjà dit c'était Yacine qui avait fait la réflexion concernant Kimpembe, c'est qu'il fallait un véritable concurrent, qui était peut-être un peu trop installé, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque où il formait la charnière avec Marquinhos. Aujourd'hui, quand on voit un Danilo qui est très performant, et même hier, un mot, Yass, sur Ramos, qui a fait plutôt un bon match, un match costaud. Alors même si c'est vrai qu'il est toujours un petit peu lent, etc., mais je trouvais qu'hier, même dans l'anticipation, c'était plutôt pas mal, Yass. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, tu as le droit. Non. Ramos, c'est un des derniers défenseurs qui avance sur le joueur, qui n'a pas peur d'y aller. Parce qu'en même temps, il sait que s'il est passé, lui, il n'aura pas peur de faire une faute. Donc, il se dit, de toute façon, j'y vais. Et puis si je suis passé, on se débrouillera. Après, le truc, c'est évidemment que hier, Mama Baldé, il a mis 2-3 accélérations et tu sentais que Ramos, il avait 37 ans. Parce que ça allait très, très vite. Ça allait trop vite pour lui.
Après, de toute façon, moi, j'ai toujours pensé qu'une charnière, évidemment que c'est des qualités individuelles de chaque joueur, mais une charnière, peut-être encore plus qu'à d'autres postes, c'est des automatismes et une vraie association. Et il faut que les deux, en fait, parlent le même football. Il faut qu'ils aient confiance l'un en l'autre. Il faut qu'ils sentent la même chose. Il faut qu'ils soient coordonnés. Il faut qu'ils soient. Voilà, c'est un vrai binôme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu n'as pas de vrai binôme au PSG. Tu n'as pas de vrai binôme parce qu'on a parlé de Marquinhos, qui est un peu moins bien déjà. Mais quand il y a Ramos, qui a une certaine attitude, là, on a vu Kimpembe, qui revient de blessure, etc. Mais on a vu, voilà. Je ne sais pas si d'ailleurs, si vous avez vu la stat passée, je ne l'ai pas noté, mais il y a Paris Stade Germain qui a fait une stat en disant que la charnière qui avait joué plus de 50 matchs depuis QSI, de toutes les charnières qui ont joué plus de 50 matchs, Marquinhos, Kimpembe, c'est celle qui encaisse le plus de buts. Alors, on peut tout faire avec cette stat, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a toujours un problème dans la charnière. Et voilà, c'est compliqué. Et en fait, moi, je vais rajouter Donnarumma maintenant. Parce que je pense que dans la gestion de la profondeur, dans la peur de se faire éliminer, etc., je pense que Donnarumma, il n'est pas anodin non plus à ce qui se passe. Je trouve qu'il ne rassure pas. Il joue beaucoup moins haut que l'année dernière et qu'en début de saison. On a l'impression qu'il est revenu dans un truc de bon, il y a eu plein de petites erreurs sur mes matchs et je vais peut-être d'abord m'attacher à être gardien de but et puis peut-être au fur et à mesure, tu vois, revenir au jeu au pied. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les ballons qu'il reçoit au pied, il prend pratiquement plus de risques. Il balance, C'est ouais. Ce qu'il faisait moins avant, et il essayait soit de dribbler ou soit de la passer au défenseur le plus proche. Mais je pense que lui aussi, hein, il a des mauvais souvenirs voilà, et il ne veut pas prendre la responsabilité de prendre un but de gag. Tu as raison, Yacine. voilà. Et donc je pense que tout ça c'est lié, c'est-à-dire que ok, Kimpembe n'est pas bien, mais quand il recule sur une action, c'est parce qu'il se dit si je suis passé, Donnarumma il est trop bas, donc il ne va pas gérer la profondeur. Sur les appels en profondeur, enfin sur les ballons en profondeur directement par-dessus la défense, quand 3 récupérait le ballon, on reculait parce que justement Donnarumma n'est pas assez haut pour jouer, donc on essaye de gérer la profondeur. En fait, il y a un problème de coordination dans la charnière, il y a un problème de confiance et de coordination avec le gardien. Ça fait beaucoup de choses. Et c'est pas anodin que Paris ait pris quand même 5 buts en 2 matchs contre 2 équipes très moyennes malgré tout. Alors, rien à voir, hein. Il y a Camille qui dit il n'y a qu'un intervenant qui n'a pas de lunettes, c'est dans la tête de Mousse. Oui, je n'ai pas de lunettes, désolé. Et dans le même genre, merci beaucoup, on a. Alors, ça, c'est une série de chiffres, c'est bizarre comme pseudonyme, donc voilà, tu te reconnaîtras. Mousse, tu serais très beau avec des lunettes. Ah bah, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis aussi très beau sans lunettes. Oui, je me laisse un peu de fleurs, c'est normal. Maintenant qu'on a parlé de Kimpembe, il faudrait parler aussi de Mukele, qui a fait plutôt un bon match hier, Jean-Baptiste. Alors lui aussi, hein, il enchaîne les minutes, par contre, c'est jamais au même poste. Donc on l'avait souvent vu dans une défense à 3 axe droit. On l'avait vu associé à Marquinhos dans le dernier match. Aujourd'hui, hier, pardon, il a été latéral droit. Et c'est vrai que sa puissance et sa vitesse a beaucoup aidé notamment ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec les joueurs de vitesse qu'ont cette équipe de 3 JB. Là, on a ses stats qui s'affichent. Donc, il a fait quand même 2 tirs, dont un cadré, c'est pas mal. Il a touché 66 ballons. Il a gagné 9 duels sur 14, un dribble réussi, 4 tacles réussis sur 7, 3 interceptions, 5 ballons récupérés, 6 ballons perdus. Mais dans l'ensemble, JB, il a plutôt bien remplacé Achraf Hakimi hier soir. Alors, c'est un bon match parce que c'est 3 en face aussi et parce que faut pas oublier que c'est un joueur de complément. Donc, sur ces matchs-là, il fera la différence. Après, à plus haut niveau, tu sens que c'est plus compliqué. Alors, là, hier, on l'a moins vu et son match est plutôt cohérent, mais il est cohérent sur une cinquantaine de minutes. Il y a des moments où tu sens que, et c'est ce que disait très bien Galtier dans la déclaration que tu mettais au début, il est normalement troisième défenseur, il a eu du mal à se coordonner avec Soler et tu sens que il a plus un profil finalement d'offensif presque que de quelqu'un qui est censé te sécuriser un couloir et de venir en complément sur ta défense. Après, c'est un joueur qui doit progresser. Je trouve qu'il est un peu mieux là maintenant en début de saison. Ouais, voilà. Mukele formé comme un piston, troisième défenseur central, qui a eu du mal à trouver ses repères parce qu'il a besoin de jeu. Alors défensivement, il est impressionnant parce que physiquement, tu le passes pas.
Mais tu te dis que face à des joueurs un petit peu plus subtils, pas forcément sur la vitesse, parfois ça prend l'eau. Et tu le vois aussi sur les coups de pied arrêtés, c'est pas forcément ça, quoi. Donc ça reste un très bon remplaçant, ça reste un bon choix de remplacement, mais c'est encore un joueur qui est en développement. Je sais pas ce que tu en penses, Yass. Hein. Mais Après, alors, c'est vrai que c'est pas forcément son meilleur poste latéral dans une défense à 4. Il est peut-être mieux dans une défense à 3, quoique on l'avait déjà vu dans cette position et c'était pas forcément le cas, mais c'était le début de saison. Il fallait qu'il s'adapte à cette équipe. Moi, j'ai Redil Sauvage qui nous dit nos latéraux, c'est la même chose quand on est en phase d'attaque et que nos latéraux ont la possibilité de jouer à 1 contre 1 contre le latéral adverse. À part Nuno Mendes, il y a très peu de duels engagés pour faire la différence, Yass. Et c'est bien, mais quand il a arrêté, il y a pas cette envie d'éliminer en 1 contre 1 et c'est problématique parce que tu peux pas être trouvé tout le temps lancé, en fait. Il y a des fois où tu es déjà très haut et qu'il faut aller jouer 1 contre 1, déjà pour perturber le défenseur, mais aussi pour éliminer, pour créer quelque chose. Donc, oui. Après, Mukele, hier, il fait pour moi un très bon match défensivement et notamment pendant 30 minutes au cœur de la première période. Il a eu du mal à démarrer. Il a eu 30 minutes très bien. Le paradoxe, c'est qu'en fait, il est bon dans les duels. C'est le joueur qui gagne le plus de duels hier. Il rattrape des coups. Et il est quand même un peu coupable sur les 2 buts. C'est terrible, en fait. ouais, Donc voilà, maintenant Mais il y a Crocadile qui nous dit Mukele très faible en début de match. Voilà, il est un peu d'accord avec toi. ouais, il a eu du mal à se mettre dedans. Après, c'est toujours pareil, c'est que à 4, il a voulu. Si on regarde bien au début de match, en fait, il joue très haut parce qu'il veut être dans ce que fait Hakimi, dans ce qu'on demande le PSG, c'est-à-dire jouer haut. Et en fait, il est pris dans son dos et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en milieu de première mi-temps, il revient, il est un peu moins haut. Et du coup, sa vitesse et sa puissance lui permettent de rattraper des coups. Il fait 2-3 tacles où il empêche les Troyens de partir en contre. Ça aurait pu faire très mal. Donc voilà, maintenant, moi, je pense que lui aussi, il a un problème de confiance parce qu'il sait qu'il vient là, il est juste là pour dépanner parce que dès mercredi à Turin, ce sera Hakimi. Et tu vois, c'est bizarre parce que, encore une fois, Galtier dit il a été formé comme piston au 3e axial. Mais finalement, quand on regarde bien, contre Marseille, c'est contre Marseille qu'il joue, je crois déjà. Ouais, contre Marseille, quand il rentre contre Benfica, à 2 dans l'axe avec Marquinhos, il fait plutôt 2 bons matchs. Donc en fait, c'est pas qu'une question de voilà ce qu'il sait faire et voilà. C'est aussi ce qui se passe autour. Mais contre Benfica et contre Marseille, tu as une équipe qui a été plutôt solidaire, qui a défendu ensemble. Donc logiquement, il a été bon parce qu'il avait moins de choses à faire. Et comme en plus il est rapide, bah, lui, il a pu gérer la profondeur avec Marquinhos. Donc tu vois, voilà, il y a plein de petites choses. Je trouve qu'en ce moment, Galtier, les constats, ils ne sont pas forcément justes. Dans ce qu'il dit, tu vois, parce que même quand il parle là de l'association avec Solaire, évidemment, c'est logique puisqu'ils n'ont jamais joué ensemble. Ouais. Maintenant, sur 90 minutes, quand tu as juste 10-12 minutes où tu t'es pas entendu, bon, il n'y a pas de quoi. Enfin, c'est dommage que c'est en fait dans le début de match et que tu as pris le but à ce moment-là, parce qu'en vérité, il n'y a pas de quoi non plus te traumatiser si des mecs ne s'entendent pas. Mettre 10 minutes juste à trouver des automatismes et après ça va. Il y a encore quelques commentaires sur Mukele. Il y a Bilou Laniou. C'est pas facile les pseudos, les gars. Hein. Bilou Laniou, c'est pas facile. Hein. Mukele, le seul à avoir gagné les duels en défense. On a le style du son qui nous dit Mukele joue plutôt comme un défenseur central, je trouve. Voilà. D'ailleurs, petite question hors PSG, messieurs. Est-ce que vous pensez que, vu qu'il cumule un peu de temps de jeu et vu qu'il y a pas mal de joueurs blessés et qui ne pourront peut-être pas rejoindre l'équipe de France, son profil polyvalent, monsieur, est-ce que ça peut plaire à Didier Deschamps? Est-ce qu'il a une chance, lui, de pouvoir intégrer cet effectif pour la Coupe du Monde ou vous dites c'est trop juste? Voilà, je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà une sélection, je ne me rappelle plus, Yacine. Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? JB, par exemple? Sur une liste à 26, pourquoi pas. Après, il n'a jamais montré à très haut niveau des compétences qui lui permettaient de justifier une place de titulaire ou même de remplaçant qui ferait la différence ou qui comblerait la présence de titulaire. Moi, je pense que dans un an ou deux, peut-être. Là, il ira peut-être, hein, si c'est une liste à 26. Sur une liste à 23, 24, je sais pas. Et toi, Yacine, qu'est-ce que tu en penses, étant donné que parfois Deschamps joue maintenant avec une défense à 3, avec un système de piston?
un poste que connaît bien Mukele. Tu penses que c'est jouable ou finalement non, soit c'est un manque de niveau ou soit vraiment il n'a pas été convoqué ces derniers temps, il y a peu de chances qu'il le convoque. Non, mais en plus, moi, je pense pas il y a peu de chance. Après, évidemment, il reste encore 15 jours et vu les blessés, tout est Eh oui. possible. Mais je pense qu'il y a peu de chance. Et puis, devant lui, il a quand même l'immense Pavard qui peut manger depuis 6 ans maintenant sur un but, sur une demi-volée. Ça sent le léger second degré, Yacine. Ouais, Hein. tu Dis-moi m'étonnes. si je me trompe. Hein. Bah non, non, tu te trompes pas. Parce que le mec, il mange sur une demi-volée contre l'Argentine depuis 4 ans, quoi. Donc, bon, bah écoute. Deschamps, il n'aime pas changer. Deschamps, il aime bien avoir un groupe avec des joueurs qu'il connaît, des joueurs qu'il maîtrise, et pas forcément prendre de risques, et notamment avant une grande compétition comme ça où tu sais que tu vas partir. Alors là, un peu moins de temps, parce que d'habitude, je rappelle, c'est 3 semaines de prépa, après la Coupe du Monde, etc. Là, il n'y a qu'une semaine de préparation. Donc, tu vas partir moins longtemps ensemble, mais la vie de groupe, etc., voilà, Deschamps, il n'aime pas trop les nouveautés, quoi. Et Pavard, il a un peu le même profil que Mukele, c'est-à-dire qu'il peut jouer piston, il peut jouer latéral et il peut jouer défense centrale. Donc, Et puis il y a Klaus aussi qui a été sélectionné récemment. ouais. Mais Celui Klose, qui joue dans un club du sud de la France, tu vois. Klose, c'est plus un vrai piston. Mukele, c'est-à-dire que Mukele, c'est Pavard ou Mukele parce qu'en fait, ils ont exactement les mêmes postes. Ils peuvent occuper les mêmes postes exactement. Latéral, troisième stopper, défense centrale, piston. Donc c'est pour moi le concurrent à Mukele, entre guillemets, c'est Pavard. Et vu que Pavard a marqué il y a 4 ans un but, voilà. Un dernier commentaire sur Mukele, c'est Pence78. L'incompréhension qu'il y a entre Mukele et Ramos sur le premier but, c'est quand même pas pro du tout. Mukele s'arrête sur l'action et fait des grands gestes pour demander de faire attention au centre au lieu de répliquer dans l'axe pour compenser le mouvement de Ramos, qu'il ne fait pas d'ailleurs. Voilà. Bon, ça, je pense que Yacine, tu es assez d'accord. Attends, Mousse, faut que je réponde à Thierry Smith, là. Vas-y, je t'en J'adore, prie. ça me fait rigoler. Parce qu'il n'y a que toi qui vois les choses. Les dirigeants du Bayern, ils ont de la merde dans les yeux. Alors déjà, les dirigeants du Bayern, vous pensez qu'ils ne se trompent jamais. D'accord. Les dirigeants du Bayern, ils ont acheté Bounassar. Donc, ne me racontez pas non plus l'histoire du Bayern. Oui, il y a des gens qui se trompent. Pavard, il n'a pas été acheté très cher. À un moment donné, les latéraux, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Peut-être que le Bayern n'avait pas envie. Je rappelle, le Bayern de Munich, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, quand ils veulent un latéral pour jouer pour doubler Pavard, ils ont pris Bounassar. Donc arrêtez de me faire passer les dirigeants du Bayern pour des magiciens qui ne se trompent jamais. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas un super joueur que tu ne peux pas jouer dans une très bonne équipe quand tu as des joueurs autour de toi qui sont très bons. Et qu'à un moment donné, l'argent du Bayern, peut-être qu'ils l'ont mis, d'ailleurs, vous pouvez regarder, ils l'ont mis beaucoup dans les joueurs offensifs. Ça fait quand même plus de 4 ans ou 5 ans que le Bayern ne recrute pas au milieu. Donc arrêtez de me dire, ouais, il n'y a que toi qui vois. Non, il n'y a pas que moi qui vois. Il y a beaucoup de monde qui voit que Pavard, il est éclaté. Mais d'ailleurs, il l'a même dit l'année dernière, il était en dépression, etc. Donc arrêtez de faire passer. Ça m'énerve parce qu'on croirait que dans les grands clubs, en fait, il n'y a jamais de mauvais joueurs. Ils ont 25 joueurs, c'est 25 top joueurs. Mais arrêtez de croire que les clubs ne se trompent pas. Mais vous allez arrêter de nous l'énerver. Yacine, il était de bonne humeur. Et puis ça y est, voilà. Vous mais nous j'aime pas, énervez avec. tu sais, c'est mon avis. Et d'ailleurs, je l'ai dit 1000 fois par émission, 1000 fois par minute coach, c'est mon avis. Voilà. Je ne détiens pas la vérité. Si moi, demain, j'ai un joueur à prendre, je ne le prends pas, Pavard. Voilà. Maintenant, il joue au Bayern. Il a une Ligue des Champions. Bravo à lui. Il a une Coupe du Monde. Bravo à lui. Mais j'ai envie de te dire, Bernard Diomède, il a une Coupe du Monde aussi. Donc, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Et l'immense Stéphane Guivard, tu l'as oublié. Aussi. Tu vois. Et Vincent Candela. Oui, l'animateur Vincent Candela. Juste, je m'énerve parce qu'en fait, c'est la remarque qui m'énerve. C'est pas, j'explique, mais en fait, j'aime pas quand on me dit, ah, il n'y a que toi qui vois. Tu sais, c'est méprisant. Moi, il n'y a pas que moi. Et encore une fois, c'est juste mon avis. Non, mais Yacine, franchement, tu n'as pas à justifier. Non, parce que les gens disent, tu t'énerves. Mais, non, mais là où je vais dans ton sens, Yacine, évidemment que Pavard, il n'est pas bon. C'est pas un bon latéral droit. C'est pas parce qu'il a été recruté par le Bayern qu'il a gagné une Ligue des Champions que ça fait de lui il n'est pas dans le top 10 des latérales droits en Europe. Bien sûr. Il faut arrêter vos conneries. Et oui, il joue dans un grand club, mais non, il ne fait pas que des bons matchs. Alors évidemment, il lui est arrivé de faire des bons matchs, il n'y a pas de problème. Mais les mecs, faut pas. Après, il
il y a le côté peut-être chauvin de Thierry Smith qui fait qu'il veut absolument le défendre. Et tu as absolument le droit de le défendre, Thierry. Bien sûr. Attention. Tu peux continuer à dire que c'est le meilleur latéral du monde. On se foutra de ta gueule, certes, mais tu as le droit de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de quoi? On va parler du milieu maintenant. Ouais. Parce que, oui, peut-être un mot sur. Parce que tu voulais parler peut-être un mot sur Bernat qui ne fait pas une bonne rencontre, JB. Et d'ailleurs, il y avait un commentaire quand on parlait de Kimpembe qui disait que Bernat n'avait pas beaucoup aidé. C'est vrai qu'hier, il ne fait pas un super match. Avant qu'on passe au milieu, un petit mot sur Juan Bernat, qu'on aime bien, mais force est de constater que lui aussi, il a du mal à revenir. Hein. Bah, moi, je suis assez fan du joueur, du mec, etc. Après, quand tu vois hier, la distance de marquage sur les 2 buts, sa responsabilité est engagée. Tu sens que tu as l'impression qu'il est toujours à contre-temps. Depuis qu'il est revenu de blessure, c'est compliqué. Physiquement, bah, il fait son âge aussi. Après, c'est un joueur qui est très intéressant sur certaines phases, mais là, défensivement, bah, c'est pas une assurance touriste, quoi. Et puis quand tu l'associes à Kimpembe, bah, je suis désolé, hein, mais t'as des frayeurs, t'as des frissons, et c'est pas des frissons de bonheur, quoi. Donc, je l'aime bien, hein, il est sympa, il a un petit côté mascotte, donc il trimballe, c'est un peu ton Pavard, c'est un peu notre Pavard à nous, tu vois. Mais bon, Oh, t'es dur quand même. Là, t'es dur. Ah non, comparé à Pavard, faut pas déconner quand même. Oui, en termes de coupe de cheveux, on est d'accord. Mais non, je le trouve plus intéressant offensivement quand il est sur les phases offensives que sur les phases défensives, parce qu'il laisse toujours de l'espace. Et donc derrière, bah, tu le vois hier, il se coordonne mal avec Kimpembe, donc il met Kimpembe dans une situation où il n'est pas bon. Derrière, ça ferme pas. Quand il coulisse, il te décale complètement ta défense sur le premier but. Donc tu as un axe, et comme Donnarumma, il est scotché sur sa ligne, bah, tu prends un but. Juste pour revenir sur Pavard, il y a beaucoup de défenseurs de Pavard. Alors évidemment, moi je l'ai dit, il fait des bons matchs Pavard, il n'y a pas de souci. Mais de là à en faire un latéral de dingue, encore une fois, il n'est pas dans le top 10. Absolument pas, monsieur. Donc, après, on me dit que depuis le début de saison, il fait des bons matchs avec le Bayern. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Après, nous, on juge sur la globalité du joueur et ce qu'il fait depuis qu'il est au Alors, les Bayern. matchs du Bayern, tu regardes le classement du Bayern, tu vois que l'Union Berlin est en tête. Bah, je suis désolé, hein, il n'est pas déterminant en ce moment-là. Eh ouais. Un mot sur Bernat, Yass, avant qu'on passe au milieu de terrain. Moi, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que je pense que Bernat, il faut se dire qu'aujourd'hui, il sait qu'il est plus capable d'enchaîner les allers-retours et tout. Donc, en fait, il reste en place. De temps en temps, il sort un peu. Mais quand il sort, il a énormément de mal à revenir. Donc, voilà, moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment un super joueur. Et c'est un joueur intelligent et c'est un très bon joueur. Mais voilà, il arrive plus à enchaîner, en fait. Moi, il me fait penser à Hugo Capelleire, tu vois, sur les replis défensifs en Prague. On nous dit attention, ne faites pas comme le gars de RMC avec notre Verratti, donc il parle de Daniel Riolo. Alors, je ne sais pas si tu parles de qui, si tu parles de Pavard, on s'en fout, il ne joue pas au PSG. De toute mais façon. c'est ouf. Donc là, c'était juste une référence comme ça. Donc non, on n'a strictement rien à faire de Pavard. Et si on veut le critiquer, on le critiquera. Voilà. Et pour celui qui a dit ouais, vous faites partie des gens qui critiquent aussi Giroud parce qu'il a un palmarès, pas du tout. Moi, je suis un grand défenseur d'Olivier Giroud. Donc là, tu te trompes, mon ami. Moi, j'espère d'ailleurs qu'Olivier Giroud sera sélectionné. Et moi, je trouve que d'où il vient, Giroud, il fait quand même une carrière incroyable. Et même à son âge qu'il fait au Milan, franchement, chapeau. Donc, mon ami, tu te trompes complètement. D'ailleurs, tu vois, vite fait, je fais une parenthèse là-dessus. Le palmarès. Vous allez prendre la Ligue des Champions de Liverpool avec Benitez et vous allez regarder les joueurs qui sont champions d'Europe et qui ont un palmarès. Et vous revenez me voir. Parce qu'il faut arrêter aussi de nous vendre les palmarès à chaque. Franchement, moi, ce football. Calme-toi, Yassine. Calme-toi, tu vas nous claquer dans les pattes. Calme-toi. Oh là, sérieux, c'est ouf. On va parler les palmarès, les stats. Tu sais, c'est l'argument massu, ça ne veut rien dire du tout. Il y a des super joueurs. Batistuta, il n'a pas un palmarès de ouf et il met environ, dans l'histoire du foot, il met environ 80% des attaquants dans sa poche, mais il n'a pas de palmarès. Et Djibril Cissé, il a une Champions League. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et vous mais là, tu n'es pas objectif parce que c'est un Marseillais. Tu n'es pas objectif. Là. Non. C'est incroyable. Yass, il défend Batistuta, il en profite pour descendre Cissé. Mais non, mais c'est parce que palmarès, tu vois, il parle de palmarès. Oui, donc, il y en a un qui n'a pas de Ligue des Champions, l'autre, il a une Ligue des Champions. Je fais quoi? Je dis quoi? Djibril Cissé, il marche sur Batistuta. Mais soyons sérieux 2 minutes.
il faut pas te mettre dans ces états, Yacine. On va parler de Verratti. Tu vas retrouver le sourire, tu vas te calmer. On va parler du milieu de terrain. Donc, je disais, hier, il y avait un milieu de terrain encore inédit. Ça a encore changé. Galtier a décidé de laisser sur le banc Fabian Ruiz. Donc, c'est Carlos Soler qui a pris sa place avec un Verratti devant la défense et Vitinha pour accompagner Carlos Soler. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce milieu, et notamment Carlos Soler au poste de relayeur droit? On l'a pas trop vu, moi, je trouve, hein, à part le but de l'égalisation. Après, moi, j'ai pas trouvé son match extraordinaire. Je sais pas ce que tu en penses, JB. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que si tu sais pas qu'il est sur la feuille de match et si tu le vois pas marqué, tu oublies sa présence. Et quand il est sorti, je me dis ah, il est encore là. Je préfère Fabien Ruiz. Après, c'est encore un joueur qui a besoin de prendre ses marques. C'est un joueur de complément qui a été pris pour être un joueur de complément. Il a été un joueur de complément. Alors, est-ce qu'il est complément aussi quand il est dans le 11? Et puis, c'est pas tout à fait son poste, JB. Ouais, voilà, ça aussi. Donc, c'est toujours pareil. Il y a énormément de circonstances atténuantes. Moi, j'aime bien le joueur. Maintenant, il n'est pas mis dans les meilleures conditions non plus. Il a besoin d'enchaîner. Il a besoin de. Mais ce ne sera pas le cas avec l'équipe qu'il a, enfin, dans laquelle il joue aujourd'hui. Donc, bon, ça pourrait être pire. Hier, il marque. C'est bien pour lui. C'est bien à tout point de vue. On verra lorsqu'on aura post-Coupe du Monde, parce que c'est vraiment là où il servira. Et peut-être même sur le tout dernier match avant. Là, quand les mecs vont tout faire pour arrêter les efforts pour se préparer, on verra quand ils reviendront avec la tête à l'envers, pour ceux qui auront gagné le titre et ceux qui ne l'auront pas eu, il servira à ce moment-là. Pareil, Yass, un mot sur Carlos Soler avant qu'on parle des deux autres. Qu'est-ce que tu as pensé de son match hier, Carlos Soler? Plutôt timide ou voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, mais sans prendre trop de risques, on va dire? Bah, tu vois, je vais mettre un tacle à Sami Mojtabi, comme ça nous permet de lui passer le bonjour. Écoute, il a obtenu un penalty, il a mis un but. Il a des stats, super match. Non? C'est pas ce qu'il nous expliquait avec Messi et Mbappé la dernière fois? Donc super match ou pas? Mais non, franchement, il a le mérite d'avoir réveillé Paris avec son but. Il a essayé d'être dans le collectif, voilà. Maintenant, j'ai eu l'impression de voir le premier match de Ruiz, le premier match de Sanchez, c'est-à-dire un joueur qui ne veut pas prendre de risques, un joueur qui ne sait pas trop quel est son rôle, etc. Pareil, Galtier nous explique que il est mieux à gauche, mais qu'il n'a pas voulu toucher à Vitinha. Donc, Ouais. c'est bizarre d'entendre ça, parce qu'en fait, tu as l'impression que Galtier, il te dit, je sais où est-ce que je peux le mettre dans les meilleures conditions, mais je ne le mets pas dans les meilleures conditions. C'est pour aussi, Yacine, c'est aussi pour donner de la continuité à Vitinha Oui. en tant que relayeur gauche. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il dit ça. Hein. Non, mais on en a parlé déjà sur l'histoire de Sanchez en 6 mardi, et il a tout à fait raison, ça veut dire que je comprends, moi, la démarche. Mais c'est compliqué aussi, parce qu'un joueur qui n'a pas de temps de jeu, si en plus tu le mets dans un rôle qui n'est pas le meilleur pour lui, tu ne le mets pas dans les meilleures conditions. Donc c'est dur de juger leur match. Moi, je pense que, en plus, Soler, il a de grandes chances d'être dans le groupe de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Oui. Je pense qu'il faut juste. En fait, aujourd'hui, ces joueurs-là, je pense qu'il faut juste qu'ils s'acclimatent à Paris, à l'effectif, etc. Et puis, s'ils peuvent gratter encore, là, il reste 3 matchs avant la trêve. S'ils peuvent gratter des minutes, tant mieux. Mais j'en attends pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que ça peut être une bonne surprise comme Ruiz. Mais en fait, Soler, je ne vais pas le défoncer aujourd'hui. Tu vois, voilà, j'en attends pas grand-chose. Qu'ils se mettent bien, qu'ils s'acclimatent, que Paris prenne des points, même quand il est sur le terrain. Parce que, rappelez-vous, à Reims, Paris ne gagne pas et il y avait eu beaucoup de changements. Et puis, on verra après la Coupe du Monde, en fait. Sur le live, il y a Féti qui nous dit salut Féti, c'est un fidèle de notre chaîne YouTube. Salut mon ami. Soler a besoin d'enchaîner les matchs. On a aussi Adrien Ketch qui nous dit c'est vrai, tu l'as dit aussi, Yacine, Soler va aussi chercher le penalty, c'est vrai. Ensuite, on a quoi? Manzana Peps qui nous dit c'est plus facile de l'intégrer dans un milieu. Le milieu est interchangeable. On a 3 attaquants qui refusent de laisser 30 minutes à leurs collègues. Là, ça, c'est pas faux. Et tu as Steph Bernardo qui dit Soler est pas si mal, JB, tu es dur, en gros. Il a une qualité de frappe et de finition. Il sera utile dans la saison, mais c'est ce que tu disais un peu, Jean-Baptiste, que peut-être après la Coupe du Monde, ce sera un joueur qui sera sans doute, peut-être aura peut-être un peu plus de temps de jeu.
On va passer aux deux autres. On a les stats de Verratti. Verratti qui fait encore un bon match. Bon, alors, quelques pertes de balles inhabituelles quand même, Yacine, hier pour Verratti. On a ses stats. Alors, il a tenté une superbe frappe. Il n'était pas prêt. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai cligné de l'œil. Voilà, j'ai dit, tiens, il a frappé, c'est bizarre. Moi, j'ai regardé le replay en me disant non, c'est pas lui. On m'a dit c'est quelqu'un d'autre qui a frappé. Et tout le monde était surpris. C'est-à-dire que même les autres, ils l'ont regardé genre, ah, tu frappes, toi. Donc, il a touché 115 ballons, encore beaucoup de ballons touchés, 3 passes clés, 8 duels gagnés sur 11, mais ça, on a l'habitude, 2 dribbles réussis sur 2, 5 tacles réussis sur 6, une interception, 5 ballons récupérés, je le disais, un peu plus de ballons perdus que d'habitude, 6 ballons perdus, Yacine, mais tout de même encore un bon match de Verratti devant la défense. Vous avez dit plus de ballons perdus, il n'y en a que 6. Je crois que c'est lui qui perd le moins de ballons de toute l'équipe. Non, quand j'ai dit ça, vous n'avez pas compris. Plus de ballons perdus que de récupérés, c'est ça que je voulais dire. Non, je ne voulais pas dire qu'il a perdu plus de ballons hier dans le match. Non. Ah, ok. Mais t'as fini de tacler. Alors, Samy, ensuite c'est moi. Non. Je tacle que les absents, moi. Je vais tacler Nico après. Non, mais en fait, Verratti, je vais faire simple. En première mi-temps, ça a été le seul milieu de terrain qui a essayé de jouer. C'est le seul qui est capable de sortir des ballons, etc., qui est capable de sortir des pressings. Il a encore récupéré 2-3 transitions avec des tacles, juste comme il fallait. Voilà, il fait. En fait, tu vois, là aussi, il y a des joueurs qui banalisent un peu les performances. Moi, je trouve que lui, je pense qu'on ne fait pas assez attention à tout ce qu'il apporte parce qu'en fait, c'est devenu normal. Voilà, c'est devenu normal de couper avec son fameux tacle glissé 2-3 actions dans le match. C'est devenu normal de sortir du pressing et en fait, on ne se rend plus compte. Mais hier, en fait, il fait encore un très bon match. Après, le problème d'hier, surtout notamment la première mi-temps, c'est qu'il n'y a pas de mouvement en fait autour du porteur. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution avec les latéraux, il n'y avait pas de solution à l'intérieur du jeu. Il n'y a que Neymar un peu qui essayait de venir décrocher, etc. Donc, c'était compliqué quand même. Il y a quelques commentaires sur le live sur Verratti. La frappe de Verratti, Monza Paris, oui, effectivement. Verratti est le seul qui peut stopper le réchauffement climatique, nous dit Yanis Maker. Ça, c'est très drôle. Reddy Sauvage qui dit Verratti qui prend une frappe, j'en ai recraché mon Fanta. Crocodile qui dit Verratti a frappé, c'est son meilleur match. Il y a Nico. Il y a pas mal Il y a Nico sur le chat. Il y a Nico. Alors, il est où, Nico? Ah, Nico. Donc je vous lis le commentaire de Nico. Je rêve où le coach vient d'annoncer qu'il voulait me tacler. Sale ambiance chez Paris United, en fait. Ouais. C'est les rumeurs qui courent. Sale ambiance. Salut, Nico. C'est la une du Parisien de demain. Nico qui nous écoute depuis la campagne. C'est les vacances scolaires. Donc, il a pris femme et enfant. Il est parti un peu se régénérer à la campagne. Un mot aussi, parce qu'on parle du milieu. Et c'est vrai qu'en termes de match, ça a été difficile, mais c'est dû aussi à cette équipe troyenne. Et on le voyait en phase offensive, Jean-Baptiste. On voyait clairement une ligne de 5 défensif, puis encore une ligne de 4. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est vrai qu'on a moins écarté le jeu que face à IFA, par exemple. On a cherché peut-être à jouer trop à l'intérieur. C'est vrai que c'est aussi défensivement cette équipe troyenne qui a bien joué le coup, en tout cas en première mi-temps, JB. Ouais, alors je pense qu'ils ont bien joué le coup parce qu'ils avaient bien préparé ça et surtout ils avaient dans leur phase de contre-attaque anticipé au moment où finalement on avait la balle, comment nous contrer, savoir exactement dans quelle zone il fallait aller. Et ça, ils l'ont bien fait. Donc si on n'a pas été transcendant en milieu, c'est parce qu'il y avait aussi de l'adversité de ce côté-là. Et pourtant, tu regardes le match de Verratti, c'est propre. Il prend pas de jaune. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite discussion avec l'arbitre qui faisait 2m12 et qui l'a regardé comme ça. Moi, ça m'a fait mon match. Voilà. Non, le milieu, il s'est aussi confronté finalement à un mur en face. Et tu le voyais très bien, pendant quasiment une demi-heure, ils ont été capables de maintenir leur deux lignes extrêmement serrées, extrêmement actives et jouant en compte, ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit comment on fait pour passer, et puis Solaire marque. Donc après, le match change un peu. On a perdu Mousse. Ouais. Mais ouais, c'est... Je suis là, les amis, je suis là, je ne sais pas. C'est Yacine qui veut absolument me faire taire. C'est un complot, messieurs, c'est un complot. Voilà. Encore un coup de Nico, ça, qui est à distance, ça, je le vois bien, je l'imagine très bien le faire.
Je ne sais pas qui parlait, c'était. J'y vais. Vas-y. Non, mais Mais moi Yacine, si tu veux, Yacine, si tu veux rebondir justement sur la préparation du match troyen, et c'est vrai que, comme je le disais, hein, défensivement, c'était très compact, il y avait très très peu d'espace. Mais comme l'a dit JB, Solaire a réussi quand même à marquer. Puis ensuite, ça s'est un peu délité, mais c'est normal. Hein. Maintenir ce rythme face au PSG, c'est pas facile, Yass. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a un truc important, c'est que Bruno Reles, en conférence de presse d'après-match, il a parlé de ça. Il a dit qu'il avait identifié certaines zones faibles du PSG pour pouvoir les contrer. Et il a parlé de la Coupe d'Europe. Et moi, je pense que dans l'idée de Bruno Reles, c'était vraiment ça. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un début de match à gérer parce que les débuts de match d'après Coupe d'Europe, ils sont compliqués. Il y a le début de match, c'est athlétique et tout, mais il y a aussi la fatigue nerveuse. C'est-à-dire que tu sors d'un match de Ligue des Champions, même si c'est que Haïfa, c'est la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition de club. Et tu te retrouves à jouer de la Ligue 1 un samedi après-midi contre 3, contre Manchester City, non? Ah non, contre 3. Parce que maintenant, 3, ils jouent dans les couleurs de Manchester City, c'est-à-dire que c'est normal. Après, 3 appartient à la galaxie du City. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même, 3, ils pourraient garder leur couleur historique, quoi. Donc, alors, on t'expliquera que 3, dans les années blablabla, avait un maillot qui était bleu ciel. En vérité, c'est juste que Manchester City a imposé ses kits et que le commentateur a voulu défendre aussi le business. Bon, voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Bref, en tout cas, ils avaient identifié et on voit bien qu'ils savaient aussi qu'il y a certains matchs où le PSG a du mal à mettre du rythme. Et si vous regardez bien, notamment la première période, 3, il ne cherche pas à venir récupérer des ballons absolument pour contrer le PSG. Il cherche à laisser le PSG en fait, jouer sur son faux rythme pour ne pas emballer le match. Et en fait, c'est ça qui les piège, c'est que la deuxième mi-temps, ils se disent qu'il y a des coups à jouer. Et du coup, c'est eux qui commencent à s'ouvrir. Et en fait, c'est très spécial comme match parce qu'en fait, le moment où 3 se dit qu'il y a la place, c'est là où ils se font piéger. Parce que contre Paris, il ne faut jamais faire ça. Parce que ce faux rythme-là, OK, il t'endort, mais Paris n'accélère pas. Mais le moment où toi, tu te dis, tiens, ils sont peut-être pas bien, on y va, bah, toi, tu ouvres. Et quand vous regardez, par exemple, la passe de Messi sur Neymar, l'intervalle qu'il trouve, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des intervalles qu'il n'y avait pas en première mi-temps. Et donc, c'est en fait 3 qui s'est un peu piégé tout seul. Et c'est pour ça que moi, je voulais poser la question, mais c'était trop tard en conférence de presse, à Bruno Reles. C'est finalement, est-ce que ce match contre le PSG, c'est réellement une référence pour les adversaires? Mais moi, je ne pense pas, en fait, dans la saison. C'est un épiphénomène dans une saison, mais ça ne peut pas être un match référence. Donc voilà. Et si 3 a identifié les zones de faiblesse du PSG ou sur lesquelles on pouvait appuyer, j'ai envie de dire que ce n'est pas très bon signe. Il y a Hugo Capler, notre camarade, hein, qui est sur le live et qui nous regarde. Et voilà, Jean-Baptiste, hein, tu as taclé notre camarade Hugo Capler hein, lorsqu'il joue au foot. Je crois que c'était sur ses replis défensifs. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a signalé sur Twitter. Voilà. On t'a balancé, JB. Depuis sa blessure, c'est plus le même. Nous, on rappelle qu'il s'est fait les croisés et pour une fois, c'est pas du mytho. Il s'est vraiment fait les croisés. Hein. C'est pas une blague. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose. Il y a le Clément Pernia qui est en train de faire la course Cassis-Marseille, là, ou Marseille-Cassis, je sais plus. Donc là, vous l'imaginez en ce moment, là, il est en plein cagnard en train d'essayer de monter une pente à 15-20%. Pensez juste à ça. Voilà. Je suis du solidaire, des amis. 15-20% et peut-être 15-20 grammes dans le sang aussi. Hein. Donc, alors, ça, on salue Clément, il regardera le débrief. C'est vrai, il y a Mathis 75014, j'imagine un mec du 14e, qui nous dit un petit mot sur l'arbitre d'ailleurs, qui avait l'air d'être dans la communication pour une fois, c'est à souligner. Comme par hasard, malgré plusieurs décisions importantes, le match s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi l'attitude de l'arbitre était plutôt bonne hier, JB. Hein. Ouais, exactement. Déjà une chose, Verratti n'a pas pris de jaune pour contestation. Donc ça, c'est assez intéressant à souligner. Et tu voyais l'arbitre qui était souriant, qui était capable d'expliquer ses décisions, qui à un moment donné a réussi à faire redescendre en pression Verratti.
Bah, c'est cet arbitre-là cet arbitrage-là qu'on a envie de voir, et pas ce qu'on a vu les saisons passées. Si vous regardez le nombre de cartons rouges là, il y avait le chiffre dans l'équipe du jour, je l'ai oublié, donné depuis le début de saison, et que vous comparez à l'Angleterre, il n'y a pas photo, et on n'est pas des bouchers. Donc il y a un moment où il faut que l'arbitrage se réforme. Bah, hier, ce qui était bien, c'est qu'il a laissé jouer. Il n'y a pas forcément eu de sanctions excessives. Et c'était plutôt plaisant à voir parce que du coup, il laissait. Et à un moment donné, souvenez-vous, il y a un joueur de 3 qui finit au sol. Il laisse l'action. Oui. Et ça va durer plus d'une minute et demie. Et ça continue à jouer. Le mec se relève, il n'y a pas de problème, il n'est pas blessé alors que tu avais l'impression qu'on lui avait arraché la jambe. Bon, c'est ça qui est intéressant. Il y a notre ami Nicolas qui est toujours enclin à me vanner, qui parle du genou d'Hugo et de la Wi-Fi de Mousse. Bah oui, bah la Wi-Fi, elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai disparu 30 secondes. C'est rien, ça. J'ai dit c'est un complot, de toute façon. Un mot, Yas, si tu voulais revenir justement sur les buts encaissés, que ce soit sur corner, sur centre, on en avait déjà parlé. C'est encore arrivé hier. Vas-y, on t'écoute. C'est vraiment le point faible des Parisiens cette saison, Yas. Ouais, et le truc, c'est qu'on en a parlé dès le début de saison. Ce qui veut dire que c'est pas quelque chose de nouveau ou qui arrive là, soi-disant, parce que la Coupe du Monde approche et que tu te dis, ouais, les mecs ils sont un peu moins agressifs, ils veulent moins y aller. Non, non, c'est juste que ça fait un petit moment que c'est comme ça. Les corners, les centres. Alors, 9 des 10 derniers buts du PSG sont venus d'un corner ou d'un centre. Alors, évidemment, c'est pas c'est pas les deux mêmes phases de jeu. Mais pourquoi on dit ça? Parce que déjà, ça prouve quand même les problèmes dans le domaine aérien. Et là aussi, on peut inclure Donnarumma. C'est-à-dire que les joueurs n'ont plus de maîtrise dans le domaine aérien, alors que Paris a longtemps été très dominateur de ce côté-là. Ouais. Que Donnarumma ne rassure pas sur les sorties. Hier, il fait une sortie, je pense, je ne sais pas pour moi encore une fois, mais je suis peut-être trop exigeant, mais je pense qu'il y a une sortie où il doit la prendre et il la boxe et il fait trop souvent ça. Alors qu'il fait il est quand même très grand et qu'il est au-dessus de tout le monde. Mais on a l'impression que je ne veux pas prendre de risque, donc je boxe. Sur les centres, on laisse trop souvent les centreurs tranquillement déposer des ballons où ils veulent. On l'avait montré contre la Juve, je l'avais montré contre Montpellier. On en avait parlé ensuite contre Benfica, contre Haïfa à l'aller. Bref, c'est trop. Mais ça fait partie en fait de tout ce qu'on voit. Ça veut dire que le manque d'agressivité, le manque de cadrage du porteur, le manque de défense en avançant, puisque les joueurs ils se mettent à 1,50 m du centreur et ils le laissent centrer. Voilà, tout est mélangé. Et honnêtement, c'est problématique aujourd'hui parce que c'est quand même une phase de jeu qui est identifiée. La preuve, par 3. Mais, par contre, je pense, moi, malgré tout, qu'il y a une partie du problème qui est mentale. Et pour moi, quand c'est mental, c'est un peu plus facile à faire basculer du bon côté que si c'est que technique. C'est-à-dire, si tu n'as que des joueurs qui sont nuls de la tête, bon, tu peux faire du spécifique les 6 prochains mois, ça ne changera pas le problème. Par contre, si c'est mental parce que c'est une question d'envie, une question d'agressivité, une question de vouloir défendre son but absolument, c'est peut-être un peu plus facile à régler parce que le jour où les joueurs seront motivés, etc., ils y arriveront. Voilà. Donc, je ne sais pas où placer le curseur parce que malgré tout, ça fait quand même beaucoup. Et déjà, l'année dernière, sous Pochettino, c'était une des phases de jeu sur lesquelles le PSG prenait beaucoup de buts. Il y a Adbar73 qui nous dit effectivement pas assez de détermination dans les duels aériens, pas assez d'agressivité. Quand tu vois quand même que tu as des beaux bébés en défense, tu l'as dit, à Donnarumma, tu as quand même Ramos Kimpembe, Mukele qui est pas pareil. Bon, à part Bernard, qui est effectivement un petit peu en dessous. Ouais, Marquinhos quand il est là. C'est vrai, JB, c'est t'as un problème de ce côté-là, quoi. T'as l'impression que c'est une phase de jeu à la fois défensivement et offensivement qui n'est pas travaillée. Sur corner, tu as systématiquement des phases à 2 ou à 3. Et sur les phases défensives, tu te mets systématiquement en danger. Alors, on l'a vu contre Haïfa. Les 2 buts, ils sont largement évitables. Et il y a la question de la confiance. Moi, je me demande si à un moment donné, dans les staffs, il faut pas recourir, et c'est par exemple ce qu'a fait Tottenham,
Ils en parlaient aujourd'hui là en prévision finalement de la fin de la journée de Première Ligue. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des coachs vraiment dédiés? Tu as l'impression que ça reste une phase négligée. Je sais pas ce que tu en penses, Yacine. Alors, il y a. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui rend hommage à Thiago Silva, Yas, qui dit que lui, Silva, sur centre, sur corner, voilà, peut-être, je ne sais pas, on va pas donner de stats, mais bon, apparemment, lui pense qu'il prenait quand même, il arrivait quand même à récupérer pas mal de ballons. Ouais, c'est vrai. Et on peut ajouter Cavani aussi, qui faisait beaucoup de bien Ouais, c'est vrai. sur les. Soit au premier, soit au deuxième poteau. Voilà, ouais. Sur les coups de pied arrêtés, oui, il y a dans les clubs hors France, il y a souvent. Et je crois que c'est Liverpool même qui avait un mec dédié aux touches. Tu vois, t'imagines tellement ça va loin là-bas, Ouais, c'est un dans le détail. spécialisé, ouais, je l'ai vu. Ouais. Donc voilà, c'est une phase. Alors, je crois qu'au PSG, il me semble qu'avec Tourelle, c'était pas plus Camara qui s'en occupait. Mais comme maintenant, il est avec les U19, etc., il a peut-être plus le temps ou il est plus dédié à ça, ou peut-être que Christophe Galtier ne veut pas. Mais moi, je pense que c'est une vraie arme. C'est une vraie arme parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des matchs qui peuvent se débloquer là-dessus. Et qu'en plus, on a tendance à. Tu vois, c'était pas une phase hyper travaillée, mais rappelez-vous à l'époque de Cavani, justement. Souvent, à l'époque, au moment de Laurent Blanc, il y avait ce fameux corner qui frappait au premier poteau et soit il était frappé pour que Cavani coupe pour marquer, soit il était frappé pour que Cavani dévie au deuxième poteau. Mais au moins, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que les courses, tu sentais qu'elles étaient travaillées pour ça. C'est-à-dire que Cavani, il n'était pas là d'un coup, enfin, par hasard. Il venait, sa course, elle était là. Et le corner, souvent dit Maria, était frappé avec la puissance pour la mettre à cet endroit-là. Là, tu as l'impression que les corners et tout, ils sont frappés en gros, je le mets dans une zone. Mais s'il y a quelqu'un, c'est bien, sinon, tant pis. Quoi. Voilà. Et ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une arme qui peut te permettre de faire basculer un match. Et puis, tu as aussi des frappeurs qui tiennent la route. Quoi. Quand tu as Messi, Neymar, voilà, même Solaire pour frapper des corners, tu as de la qualité. Quoi. On a, là, sur la partie défensive, on a du Gradience qui nous dit il faut un taulier en défense. Marquinhos toujours battu de la tête. Kimpembe encore plus lent depuis sa blessure. Ramos, même avec 5 mètres d'avance, il est en difficulté sur les ballons. Il y a eu pas mal de. Voilà, les coups de pied arrêtés étaient travaillés avec Papus à l'époque. Ça répond à ce que vous disiez. La jurisprudence des défenseurs amoureux du club ou légendes du foot, donc pardonnable, ça doit se finir et renouveler les postes. Et puis, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui parlent encore de Skriniar. Je vous pose la question, monsieur, est-ce que c'est judicieux d'aller chercher Skriniar quand on voit les problèmes défensifs dès l'hiver prochain? Là, je pense que l'Inter, s'il ne veut pas prolonger, effectivement, ils feront un effort et ça coûtera beaucoup moins cher que ce qui était annoncé cet été. Est-ce que selon vous, il faut aller chercher Skriniar tout de suite? Ou bien peut-être voilà, installer une vraie concurrence et pourquoi pas Danilo en défense centrale qui, quand il n'était pas blessé, a fait le job, JB. Il y a la question du nombre, c'est-à-dire que entre tes joueurs en méforme, tes joueurs qui reviennent de blessures, tes joueurs qui se blessent, tes joueurs qui vont être suspendus, un élément de très haute valeur en plus, on va pas cracher dessus, a fortiori quelqu'un qui a un CV confirmé, qui connaît aussi l'exigence finalement de la Serie A, on prend, alors pas au tarif qui était annoncé avant la clôture du marché des transferts estival, mais là honnêtement, même s'il est libre et que tu as une compensation à donner à l'Inter qui est de l'ordre du prix d'un espoir ou d'un élément finalement de la rotation, si tu as les moyens de le faire, t'y vas, à mon avis. Hein. Yacine? Ouais, franchement, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, le problème, encore une fois, c'est pas. Dans l'absolu, je vais te dire oui. Le problème, c'est que quand je vois comment Galtier gère Ouais, la concurrence, les statuts, etc., je sais En pas. plus, Yacine, il faut ajouter à cela qu'il y a Marquinhos et Kimpembe qui sont en pleine renégociation pour éventuellement prolonger au club. Donc, après, est-ce que c'est un signal? Est-ce que tu envoies un bon signal en faisant ça maintenant? Ouais. Juste, nous, je réponds à Coda 51 160 qui dit Skriniar ne pourra pas jouer avec des champions. Donc, je rappelle la règle depuis 3 ans, maintenant, ou 2 ans. Ah oui, il peut. Il peut. En fait, tu as le droit de prendre 3 joueurs, jusqu'à 3 joueurs, qui ont déjà joué au moins un match de Ligue des Champions dans la phase de groupe
qui peuvent rejouer avec un autre club la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, tu as raison. Voilà, je suis revenu, les amis. Ne vous inquiétez pas. Le complot continue. On veut me faire taire. On va aborder le dernier sujet. D'abord, je fais un point médical avec JB. JB, tu peux tenir encore 10 minutes, ça va? Je peux tenir 10 minutes car je tiens à remercier Efferalgan pour son aide précieuse, nécessaire. Ça fait une semaine et j'aime beaucoup Efferalgan. Merci Efferalgan. Je suis sûr que le fait d'avoir dézingué la défense parisienne t'a fait du bien. Ouais, c'est un plaisir renouvelé, hein, j'ai envie de te dire. Ou bien le fait d'avoir taillé Hugo, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. Alors Hugo, c'est un petit plaisir, tu vois. C'est un peu comme la junk food, c'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Oui, Hugo, beaucoup de commentaires sur ma connexion. Et oui, les amis, que voulez-vous? Moi, je suis en banlieue nantaise. Voilà, c'est pas facile. Je ne sais pas comme ces messieurs au plein cœur de Paris. JB dans un très beau quartier parisien. Yacine un peu moins. Mais cela dit, très bonne collection, Yacine. Très bonne depuis 94, très bonne collection. Pas mal. Alors, on va clore ce live avec le trio offensif, messieurs. Alors, Détroit, on va évacuer le sujet Mbappé, parce que on n'était pas d'accord, Yacine et moi, hier, en discutant sur le groupe WhatsApp. Tu nous donneras ton avis, Jean-Baptiste. Alors, effectivement, Mbappé était le moins bon des trois hier, mais je trouvais que dans l'attitude, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, dans le sens où il a été plutôt altruiste, en sachant qu'en voyant ses deux partenaires d'habitude qui sont plus forts que lui, il essaye toujours d'en faire un peu plus, il veut marquer son but, etc. Et je trouvais qu'hier, il y a eu pas mal de situations où avant, il aurait peut-être tenté de faire un crochet ou éliminer le défenseur et essayer de marquer lui-même. Et hier, pas du tout. Il a toujours essayé de chercher à faire marquer, que ce soit Neymar, Messi ou même Soler. Après, c'est vrai, dans le match, il a été pas très très bon, il faut l'avouer, en tout cas moins bon que Messi et Neymar. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, JB, sur Mbappé. Écoute, moi, depuis le début de saison, il m'énerve. Donc là, c'est une confirmation. C'est-à-dire que tu le vois sur les replis défensifs, il n'est pas là. Il a tendance à laisser faire les autres. Il est beaucoup moins efficace. Il s'agace souvent. Et tu le vois notamment quand il rate. Ce qui est intéressant, c'est de suivre ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a toujours un geste, il regarde, il se parle lui-même. Et il décroche complètement de ce qui se passe avant. Pour l'auto proclamé meilleur joueur du monde, bon, c'est un peu gênant. Et puis, il y a un moment où bah, tu vois la différence avec les deux autres, quoi. Alors oui, effectivement, hier, il marque un but sur penalty, il rate pas son penalty. Effectivement, ça reste une menace. Mais aujourd'hui, regardez le niveau de différence qu'il fait, regardez sa capacité à être déterminant. Il ouvre pas forcément les courses comme il a pu le faire contre Haïfa. Bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que sur la partie repli défensif, hier, il a été inexistant, et ça, on est tout à fait d'accord. Moyen. Tout comme Messi, sauf que Messi, c'est vrai qu'à contrario, Messi, dans le jeu, en tout cas sur la partie offensive, il a été plutôt bon, voire très bon, notamment cette passe fantastique sur le but de Neymar. Ça frappe. Oui, évidemment. Bah, son but, évidemment. Mais on va revenir dessus. C'est pour ça que je ne voulais pas trop parler sur Messi, parce qu'on va revenir là-dessus. Toi, Yacine, tu es beaucoup plus dur avec Mbappé et tu n'as pas du tout apprécié le match du Français hier soir. Ouais, j'ai pas aimé. Alors, évidemment, le côté défensif, je ne vais même pas en parler, parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai pas aimé parce qu'en fait, il y a un manque d'efficacité qui est criant. Et c'est pas la première fois. Alors, je sais, encore une fois, que dans des matchs où il marque 1 ou 2 buts, on nous explique qu'il vaut mieux la fermer parce que il a marqué. Donc, arrêtez de croire que les attaquants marquent toutes leurs occasions. Sauf que hier, s'il n'y a pas le penalty, il finit le match à 0 but. Et les occasions, il en a pour mettre au moins 3 buts. Notamment sur la magnifique passe et la percée de Neymar. Ça aurait été, honnêtement, d'abord, ça aurait été la passe décisive du siècle. Ouais, ça aurait été un but fantastique, en tout cas par rapport à l'action de Neymar. Ouais, je crois qu'il a fait exprès de tirer sur le gardien. Mais non. Je rigole, on se calme. J'ai pas aimé ses déplacements hier parce que il y a des appels où hier il est revenu un peu à OK, Haïfa, c'était la Ligue des Champions, mais là je refais mes appels côté gauche, je reste côté gauche, peu importe l'action. Il y a un moment donné, il y a une contre-attaque avec Neymar, plein axe.
il fait un déplacement devant Neymar. Mais tu sais quoi? J'avais envie de chialer. On aurait dit une course de U15 qui ne comprend pas encore le foot. C'est au milieu de la deuxième mi-temps. Franchement, c'est affolant, quoi. Et encore une fois, je vais bien répéter les choses. Oui, je suis dur avec Mbappé, comme je l'ai été avec Neymar avant, comme je l'ai été avec Messi aussi. Parce qu'en fait, à un moment donné, est-ce que moi, je fais partie de ceux en fait, qui pensent qu'à un moment donné, ces joueurs-là, c'est avec eux qu'on a le droit d'être dur. C'est-à-dire que les joueurs comme Herrera, comme Gay et tout, c'est des soldats. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Je ne vais pas attendre de miracles de leur part, en fait. Mais Mbappé, on m'explique que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur de la prochaine décennie. Donc, si je ne suis pas exigeant avec lui, je suis exigeant avec qui? Avec personne, en fait. Moi, je viens juste dire super, les gars, Paris, ils ont gagné 4-3, bravo à tous, merci, au revoir. Non, je suis exigeant parce que si tu veux faire partie de l'élite et qu'on te présente comme le joueur des 10 prochaines années avec Haaland, non, tu ne peux pas faire des déplacements comme ça. Tu vois, là aussi, c'est là que moi, je pense qu'il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est un manque de travail ou de se dire qu'on sait déjà tout. Mais et pourtant, tout le monde sait que, contrairement à Clément, tiens, attaque pour Clément, je ne suis pas un fan absolu de Cavani. mais, tu vois, Bah, par exemple, Yacine, laisse-moi dire que ça, c'est pas normal. ouais. Et moi aussi, je suis un grand admirateur d'Edinson Cavani. Ah, je rigole, mais il manque plus que Nico là, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'arrive pas à trouver. En fait, les déplacements de Cavani, pour moi, c'est ça qu'il doit apprendre Mbappé. Parce que Cavani, dans les déplacements, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ah bah, évidemment. Hein? Là, je dis non, vas-y, continue. Ouais. Et donc, pour moi, c'est exactement ça. Ça veut dire que si je dois progresser, dans quel domaine je dois progresser? Ben, je dois progresser dans mes déplacements, dans sentir les actions, de qui je peux m'inspirer. Voilà. Thierry Henry, il parlait souvent, lui, de regarder plein de matchs. Alors, je ne dis pas de regarder tous les matchs parce que je pense qu'on est dans une autre époque, mais il y a des joueurs sur qui prendre exemple dans les déplacements, etc. Voilà. À l'époque, tu avais des Hernan Crespo, dans les déplacements, c'était exceptionnel. Et ben voilà, je pense qu'à un moment donné, tu dois t'inspirer de ça parce que je continue, moi, de dire qu'Mbappé, je ne vais pas dire que c'est un scandale qu'il soit professionnel et tout, hein, qu'on ne déforme pas mes propos, mais pour moi, il n'est pas terminé. Voilà. Il n'est pas terminé dans la compréhension du jeu, il n'est pas terminé dans la faculté à se déplacer, il n'est pas terminé dans les compétences, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'il sait faire des choses très bien, très, très bien, mais il n'est pas fini en tant que joueur. Il n'est pas fini parce qu'en fait, on a profité juste de ses qualités pour le laisser jouer sur ses qualités. Depuis 5 ans, même depuis 5 ans qu'il est au PSG. Tu vois? Donc, voilà, c'est moi là-dessus qui doit progresser. Et je redis, je suis exigeant avec Mbappé parce que j'attends autre chose d'Mbappé. Tu vois, par exemple, Kevin Gamero, dans les déplacements, c'était quelque chose aussi, tu vois. Il comprenait vraiment le jeu. Voilà, Mbappé, il y a cette idée de se dire, comme j'ai la vitesse, je peux me permettre un peu de peut-être pas me déplacer super bien, je ferai quand même la différence. Tu parles de Gamero, un gros big up à Kevin Gamero, évidemment, qui a mis un but fantastique hier à la Méno pour égaliser face à l'OM. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je le disais, on l'avait tweeté sur Paris United, c'est la semaine des Kevin, après Kevin Trapp qui a écœuré les Marseillais en Ligue des Champions. C'est Kevin Gamero qui en profite pour enlever 2 points à cette équipe de Marseille. Donc, ça fait toujours plaisir. Un mot aussi pour le généreux Nicolas Puravo qui a mis un lien Litchi. Voilà, si vous voulez faire des dons pour ma connexion Internet. Vous pouvez, le lien est sur le chat. Et blague à part sur Mbappé, il y a mon ami Djibril qui dit Mbappé, ce qu'il a raté, le taf de Neymar, avec les petits emojis qui pleurent. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, ça aurait été un but fantastique. Yanis Maker qui nous dit Mbappé dans la lignée de son match contre Haïfa. Toujours Djibril qui dit en tôle Mbappé, j'imagine, vous êtes durs les mecs quand même. On a qui d'autre? Féti qui nous dit Mbappé vendange beaucoup, il faudrait calculer son ratio occasion nette et but. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, les expected goals. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est toujours Yanis Maker, repli défensif à la limite, c'est pas le problème, mais au moins qu'il coupe les lignes de passe. Et s'il l'a pas, il l'a pas vraiment fait. Voilà, il y a pas mal de critiques sur Mbappé. Je vais pas tous les lire parce qu'on va passer, on va vraiment clôturer là-dessus.
sur le duo Neymar et Messi. Je ne sais pas lequel vous voulez aborder. D'abord, peut-être Messi. On va mettre ses stats, Yacine. Messi, voilà. Donc, sur les stats, bon, il a un but, une passe décisive, 3 tirs, dont 2 cadrés. Il touche 83 ballons, 2 passes clés, 0 dribble réussi sur 3, 0 duel gagné sur 9, 27 ballons perdus et tout de même 14 ballons récupérés. Alors, hier, effectivement, quand on voit quelques stats, on peut penser qu'il a fait un match horrible, mais non, il a plutôt fait un bon match, moi, je trouve. Et d'abord, il met un but fantastique du gauche, en dehors de la surface. Et cette merveille de passe sur l'appel de Neymar, JB, voilà, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que cette saison, Messi, c'est un tout autre joueur. Il a l'air de prendre du plaisir. Il a retrouvé aussi cette complicité qu'il avait à Barcelone avec Neymar. Et hier, il a régalé, que ce soit à la télé ou au parc. Quand tu vois la prestation d'hier, tu te dis une chose, c'est que quand tu as un joueur qui est dominant depuis 10 ans, même s'il est en fin de carrière, même si physiquement il est plus là, même s'il a plus la même capacité à réussir des dribbles, tu vois sur ses stats, il reste quelqu'un qui a une efficacité hors norme et qui est capable de faire des choses. Lui, tu vois, tu payes pour le voir. La première saison, on se posait la question de savoir s'il était en pré-retraite, etc. Aujourd'hui, et Dieu sait que les prix au PSG sont excessivement élevés. Tu payes ta place pour le voir jouer. Hier, j'ai vraiment pris du plaisir à le regarder. Alors oui, il réussit pas tout. Oui, il tente des trucs de dingue. Oui, il fait des trucs parfois où tu sais qu'il va perdre la balle 20 fois. Mais ça reste un joueur, tu es content de l'avoir sous ton maillot, tu es content de le voir jouer. Bon. Et moi, je trouve qu'il m'agace moins, paradoxalement, qu'Mbappé. C'est-à-dire que tu le vois à certains moments tenter de bouger un peu. Bon, il marche toujours, mais il y a quelque chose. Tu sens ça respire le foot, quoi. Ça tente des trucs. C'est bien, quoi. Et puis il a pas ce côté individuel. On l'a vu hier, Yacine, pas mal de petits ballons piqués dans la surface sur quelques appels, que ce soit Mbappé ou Neymar. Lui, on a l'impression que c'est son kiff, marquer ou faire marquer. Pour lui, c'est la même chose, Yacine. Ouais, oui. Maintenant, franchement, j'ai eu du mal à analyser son match. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. Alors, évidemment que dans son attitude, de toute façon, on ne va pas le répéter toute la saison, c'est le jour et la nuit avec l'année dernière. Voilà. La deuxième chose, c'est que il force un peu moins dans l'axe, mais c'est encore récurrent. Après, le problème, c'est qu'autour de lui, il n'y avait pas forcément de mouvement hier, et notamment de Mukele, qui n'a pas apporté offensivement, Bernat non plus. Donc, c'est compliqué, en fait, de se dire... tu vois, par exemple, c'était le match contre... je ne sais plus contre qui, il y a 2 ou 3 matchs, j'avais dit il n'avait pas été bon, etc. Là, moi, j'ai oublié. Et en fait, je préfère le match d'hier, par exemple. Voilà. Je préfère le match d'hier parce qu'en fait, même s'il y a du déchet, même s'il y a des erreurs, elles sont dues à ce qui se passe autour de lui. Alors que le match que j'avais critiqué il y a 2 ou 3 podcasts, il m'avait énervé parce qu'en fait, il cherchait quoi qu'il arrive, même quand il y avait d'autres solutions. Il cherchait à mettre des ballons à l'intérieur du jeu et je viens prendre appui avec Mbappé ou avec Neymar et on n'échange que tous les trois. Voilà, pour moi, c'était forcé. Donc, c'est d'ailleurs là, Yacine, que sont essentiellement les pertes de balles de Messi. De quoi? J'ai dit, c'est d'ailleurs là, dans ces phases de jeu, qu'il perd énormément le ballon, Messi. Mais exactement. Et tu vois, pareil, c'est-à-dire les pertes de balles, comme je le dis souvent, en fait, moi, je m'en fous des pertes de balles. C'est-à-dire que si c'est une perte de balles parce que tu vois, par exemple, la passe sur Neymar. Voilà, on va prendre celle-là. Sur l'appel de Neymar, la passe, elle est magnifique, elle arrive dans le tempo, etc. Si c'est l'appel qui déclenche la passe, Yacine. C'est l'appel de Neymar qui déclenche la passe. Ouais. Mais tu vois, cette passe-là, si elle est interceptée, en fait, pour moi, ok, dans les stats, ce sera un ballon perdu. Mais pour moi, ça, c'est pas un ballon perdu. C'est pas un ballon perdu parce que le jeu, c'était ça. C'est pas un ballon perdu parce qu'en fait, tu obliges la défense à rester attentive, parce que tu obliges la défense, peut-être sur le prochain ballon, à sortir sur toi, parce que justement, tu es capable de trouver cette passe-là. Donc, en fait, dans une configuration, dans cette phase de jeu-là, par exemple, si c'était un ballon qui avait été intercepté avant que Neymar la reçoive, et tu vois, ça, c'est le genre de passe où je te dis, ok, dans les stats, c'est ballon perdu, mais pour moi, ça, c'est pas ballon perdu. Pour moi, ça, c'est le jeu. Tu vois. Alors qu'il y a des ballons qui sont perdus, ceux-là, ils m'énervent. Tu vois. Et hier, j'ai du mal à trouver le juste milieu parce qu'il y a aussi eu un contexte qui fait qu'autour de lui, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas assez de mouvement, il n'y avait pas assez de propositions.
À un moment donné, ça ronronnait. Franchement, il y a eu une séquence à un moment, au milieu de première mi-temps. Non, bah, d'ailleurs, bah, non, tu sais quoi? En deuxième mi-temps, juste avant le but de Messi, il y a au moins 2 minutes de passe, mais tu sais quoi? J'étais avec Romain Bédouc et au parc et on regardait, je disais: «Mais en fait, ils veulent pas jouer, quoi». C'était des passes à 2 à l'heure, tout doucement et tu vois, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est le but qui finit comme ça, mais il se passe rien du tout. Jusqu'au moment où Messi, il prend le ballon et bon, il se passe rien, OK, bim, il frappe et il marque. Voilà. Et ben Paris hier, c'était ça. Donc je peux pas lui en vouloir non plus de ses stats, mais je trouve qu'il a fait un match intéressant, voilà, cohérent, on va dire plutôt. Mm. Il y a juste un commentaire que tu vas apprécier, Yacine, on en parle souvent. Alors, c'est Brandby, je crois. Brandby, ouais, c'est ça. En France, même quand ça va, on a tendance à critiquer. Vous avez craché sur Neymar au point de vouloir qu'il s'en aille. On ne prend pas en compte l'affect des joueurs. Neymar a besoin d'amour. Je ne vais pas aller plus loin, je vais juste m'arrêter à Neymar a besoin d'amour. Écoute, si Neymar a besoin d'amour, qu'il se marie, qu'il prenne une petite copine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, encore une fois, hein, quand on a critiqué, même si on a été dur avec Neymar, c'est parce que c'est le contexte qu'il voulait, c'est le contenu de ses matchs qu'il voulait qu'on le critique. Et d'ailleurs, on n'était pas le seul à le critiquer. En fait, encore une fois, au risque de se répéter, hein, mais nous, on juge match après match. Quand il est mauvais, on ne va pas juste dire, bon, on ne va pas dire qu'il est mauvais parce qu'il a besoin d'amour. Non, ça, c'est ridicule. Tous les joueurs ont besoin d'amour, il n'y a pas que Neymar. Donc, voilà, ta réflexion, je crois que soit tu ne comprends pas ce qu'on veut dire, ou soit vraiment, ce qu'on appelle, tu fais partie enfin, c'est un nouveau mot, hein, le joueurisme. Il y a le clubisme, et puis aujourd'hui, il y a le joueurisme quand on est fan d'un joueur et qu'on ne supporte aucune critique. Mais ça, c'est ton problème, mon ami. Et encore une fois, hein, depuis le début de saison, Neymar a été bon dans le comportement. Il a été parfois agaçant, mais ça, on a l'habitude. Mais sur le jeu, etc., on n'arrête pas de dire que voilà, cette saison, il est bon. Donc voilà, nous, on juge qu'on voit, en fait, ce qu'on regarde. Quand il est bon, on le dit. Quand il est mauvais, on le dit. Mais ça, cette phrase, voilà, on a fait 211 podcasts. On répète 211 fois la même phrase pour des commentaires de ce type, en fait. Donc, qu'il ait besoin d'amour, sans doute, on a tous besoin d'amour et il n'y a pas que lui. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le critiquer quand il est mauvais. Voilà, c'est juste ça. Après, tu as le droit de dire que, voilà, tu as le droit de nous critiquer là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Mais on ne va pas non plus dire ah non, il ne faut pas critiquer Neymar parce qu'il a besoin d'amour. Non, non, ça, c'est juste pas possible. D'abord, JB là-dessus sur ce que vient de dire ce commentaire. Et c'est vrai que le joueurisme, ça fait des dégâts, JB, hein, quand on va absolument défendre. Et puis les médias aussi. Enfin, on a un petit média, nous, hein, mais c'est vrai que les médias mainstream aussi, ils s'en prennent plein la gueule dès qu'il y a une critique sur un joueur, etc. On ne peut plus toucher Messi l'année dernière quand il a été sifflé. Tu as des gens qui sont montés au créneau, comme Thierry Rostand, comme Philippe Deluc, etc. Non, il ne faut pas critiquer Messi, il ne faut pas le siffler, etc. Bah, c'est curieux comme raisonnement, JB. t'as envie de dire que, d'abord, ça manque d'intelligence. C'est-à-dire que la grosse difficulté, c'est pas de dire que les gens sont cons, hein, c'est qu'ils se focalisent sur une dimension du jeu qui est l'exploit individuel, les stats et compagnie. Sauf que ça reste aussi, finalement, un sport collectif. Ça t'empêche pas de connaître l'histoire des joueurs, de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, etc. Et reconnaître que ce sont des bons joueurs. Mais ce qui caractérise le football, c'est que c'est un recommencement de chaque journée et que chaque journée, les performances doivent être au rendez-vous. Si elles n'y sont pas, il faut être capable de le dire. Que parfois, oui, quand tu es dans un média mainstream et que derrière le PSG te bloque, que le joueur ne veut pas te rencontrer et que derrière, tu as l'entourage qui passe des coups de fil dans tous les sens, ok. Mais dire ce que tu vois, c'est quand même mieux que d'imaginer ou d'extrapoler un truc qui remonte à il y a 10 ans. Bon, en l'occurrence, Neymar, là, cette année, il est bon, il fait des matchs qui sont très agréables, techniquement, il a encore montré des choses. On aurait aimé qu'il soit comme ça sur les 2-3 dernières années. Là, il est bon, on est content qu'il soit bon. Tout le monde est content. En plus, on est des suiveurs historiques du PSG, on est capable d'en connaître l'histoire. Et on est capable aussi de raconter l'histoire sinusoïdale de Neymar. Ça n'empêche pas que si le joueur est très bon, tu le dis. S'il n'est pas bon, faut le dire. Parce que sinon, tu parles de clubisme. Le joueurisme, aujourd'hui, c'est un délire. C'est-à-dire que ça, mais c'est un fléau même. c'est un fléau. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, je vais pas au stade pour voir un joueur. Je vais voir une équipe. C'est pour ça que ça m'agace de voir Mbappé faire ses délires depuis le début de saison. Et en même temps, quand il est bon, je suis le premier à le reconnaître, alors que sur tout le reste, il me sort par les yeux. Bon. Et je peux comprendre qu'on soit fan d'un Messi, Ronaldo, etc. C'est le syndrome Ballon d'Or, c'est-à-dire tout le monde se regarde. Et le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est plutôt le melon d'or.
mais il faut sortir de ça, parce que sinon, bah, tu deviens la NBA, quoi. Alors, ça a des avantages, la NBA, hein, c'est très sympa, hein, mais c'est pas notre sport. Il y a Sipos qui nous dit siffler Messi et Neymar après le match du Real, c'était du grand n'importe quoi. Siffler l'équipe, oui, mais focus sur 2 joueurs, c'était honteux. Tu peux pas défendre ça, Mousse. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On l'avait déjà dit avec Yacine. On avait dit que c'était une erreur de cibler uniquement les joueurs. Quand je parle de siffler Messi, là-dessus, tu as raison. Mais je veux dire, même en dehors de ça, tu as le droit de siffler Messi et évidemment, tu as le droit de siffler toute l'équipe. Et là, on te rejoint. Yacine l'avait dit dans un podcast. À ce moment-là, il ne fallait pas cibler que Neymar et Messi, parce que c'est toute l'équipe qui s'est effondrée. Donc là-dessus, tu as tout à fait raison de le rappeler. Il n'y a pas de souci. Et merci, Féti, pour ton message quant à notre petit média. C'est très gentil, ça fait toujours plaisir. On va conclure sur Neymar, messieurs. Vous allez me dire ce que vous avez pensé de son match, hein, et notamment cette petite chevauchée où, honnêtement, il y a quoi? Il y a 5-6 défenseurs autour de lui. Il arrive quand même à se débrouiller pour faire cette roulade talonnade, JB, qui aurait pu amener vraiment le but du siècle. J'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il va au duel, il résiste au duel, physiquement il tient, tu vois la qualité des appuis, tu vois aussi que la préparation physique cette année, il l'a encaissé. En plus, il est décisif. C'est la belle version de Neymar, c'est le joueur qu'on aime voir. Et en plus, il s'est pas énervé sur ce match-là, parce que comme en face, ils l'ont pas découpé, tu le vois pas monter en tension. Donc, c'est typiquement le type de joueur que tu as envie de suivre, que tu vois dans ton équipe, parce qu'il magnifie ton équipe. Et qu'en plus de ça, tu vois, c'est la dimension individuelle qui rajoute à la performance collective. Et c'est bien. C'est très, très bien. Il y a les stats qui s'affichent. Donc, il a une passe D, 4 tirs, donc 2 cadrés. Il touche 111 ballons. Voilà, c'est énorme. Hein. Il n'est pas loin de Verratti, d'ailleurs. 2 passes clés, 3 duels gagnés sur 10, 19 ballons perdus, 3 ballons récupérés et 3 fautes subies. Il y a sur le match de Neymar hier, alors à l'image de l'équipe, hein, mauvaise entame, ça le concerne aussi lui, évidemment. Pour le reste, après, voilà, il redescendait, il a touché énormément de ballons. C'est lui qui éclairait le jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, Toyas? Moi, je pense qu'il a fait hier, il a fait un très bon match encore. Ça a été le meilleur des trois. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a, en fait, encore une fois, il y a plein de choses. La première chose, c'est que depuis le début de saison, il respecte le jeu. C'est-à-dire qu'il n'abuse pas. Alors, encore une fois, pas 90 minutes. Oui, il y a toujours une ou deux fois où il fait des trucs qui énervent, mais globalement, il respecte le jeu. Et vous voyez, bizarrement, il respecte le jeu et c'est lui qui a les meilleurs stats pour l'instant. Il a une grosse activité, il fait des pressings, il revient se placer dans la ligne pour récupérer des ballons. Mardi, ça a été le deuxième joueur en termes de kilomètres parcourus. Il est efficace devant le but. Donc, il coche aujourd'hui toutes les cases. Et je vais finir là-dessus, Mousse, sur ce qu'on a dit là juste avant et les commentaires sur Neymar. La première chose, c'est qu'en fait, un joueur, il faut bien comprendre une chose. La première chose, c'est qu'un joueur, il a besoin de l'amour de son coach. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le jour du match, il a besoin du soutien du public. Voilà. Mais après, les joueurs, ils savent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce que le foot est populaire, parce qu'il y a des médias, parce qu'on parle de foot toute la journée. À partir du moment où tes critiques, elles sont fondées, et qu'elles ne sont pas juste là pour taper gratuitement, en fait, il n'y a pas d'histoire d'amour et tout. Et ceux qui disent aujourd'hui, vous avez abusé avec Neymar, mais moi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'accepte toutes les critiques. Maintenant, puisqu'on a abusé, expliquez-moi pourquoi Neymar a perdu 6 kilos cette année et qu'on voit ses yeux. Puisqu'il n'avait rien à se reprocher avant. Cette formule qu'on voit ses yeux, elle est incroyable, Yass. Ah ouais. Puisqu'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi il a maigri? Je ne comprends pas. Il n'avait pas besoin de maigrir puisqu'il était au max et qu'il respectait tout le monde. Il respectait le maillot, il respectait le football, il se respectait lui-même. Donc, pourquoi il a maigri? Parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Je ne comprends pas, moi. Le mec, il maigrit alors qu'il n'a rien à se reprocher. Mais juste ouvrez les yeux 2 minutes. Quand il veut partir, quand il demande à quitter le club, à rentrer à Barcelone. Mais ça, encore une fois, l'amour, à ce moment-là, le public, il est à ses pieds. Le club, il est à ses pieds. Donc, l'amour de quoi?
Non, mais alors, Yacine, alors ça, ça, tu fais bien de le répéter parce que souvent, quand on nous reproche ça, ces mêmes supporters oublient que d'une, Messi, c'est lui qui a demandé à partir, qui a fait des pieds et des mains pour essayer de partir 2 ans après son arrivée, alors que le PSG lui a tout donné. Ses supporters, ils ont fait un chant. La Tour Eiffel s'est allumée pour lui, chose qui n'était jamais arrivée. Il ne faut pas oublier, parce que pour ceux qui parlent d'amour, vous ne pouvez pas dire, vous vous rendez compte de tout l'amour des supporters du PSG, tout l'amour qu'ils ont donné à Neymar. Et ensuite, tu as la rumeur comme quoi Barcelone veut le faire revenir parce que Messi est malheureux et qu'il veut retrouver son pote Neymar. Mais là, personne n'en parle. Vous parlez toujours de ça, mais vous ne parlez jamais du fait que c'est lui qui est voulu partir. C'est lui qui a creusé l'écart avec certains supporters qui étaient très fâchés de ça parce qu'ils ont eu l'impression d'être trahis en fait. Donc voilà, après, tout se passe bien, il est heureux aujourd'hui. Il se rend compte quand même qu'il a évité le fiasco de retourner à Barcelone parce qu'on voit ce que Barcelone est devenu aujourd'hui, tous les problèmes qu'a eu ce club, qui sort de Ligue des Champions, etc., etc. Et finalement, c'est Messi qui finit par rejoindre Neymar et ils ont l'air très heureux aujourd'hui. Donc il ne faut pas inverser les choses et il faut surtout avoir un peu de mémoire. Je pense qu'on a mis. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot, JB, là-dessus ou. Non, moi, ce que je vois, c'est que faut pas oublier que Neymar, quand il quitte le Barça, c'est pas le numéro 1. Il arrive à Paris, il s'affirme comme numéro 1. Alors, il s'avère qu'il a Mbappé dans les pattes, mais il est reconnu au PSG comme le cœur du projet. Après, il y a la Coupe du Monde et ça change un peu avec la Coupe du Monde 2018 et la victoire des Bleus, mais l'amour de Neymar au PSG, elle est incroyable parce que le club a littéralement ouvert les portes et a fait de lui le cœur et finalement l'image même du club, ce qu'on n'avait jamais fait avant. C'est-à-dire que même Ibra n'avait pas eu ça. Même les joueurs historiques qu'on a tous connus, des Rocheteau en passant par finalement les Ginola, Wea et compagnie, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il est reconnu, mais j'ai envie de dire qu'on a un amour exigeant avec nos joueurs. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir. L'amour, c'est pas simplement des mots, c'est des preuves d'amour. Et là, en l'occurrence, les preuves d'amour, il les donne sur le terrain. Donc, il a un parc entier derrière lui et t'es ravi quand tu le vois. Quand tu as l'impression que dans une relation, ça bat de l'aile et que il est moins concerné, bah forcément, tu t'énerves. Bah, c'est la même chose. Merci JB pour cette précision. Avant qu'on n'arrête ce live, oui, Yacine. Juste parce qu'il y a un commentaire qui dit Verratti a voulu partir. C'est Tuck Dubourg qui dit Verratti a voulu partir, donc le pardon est possible. Mais bien sûr, mais de toute façon, évidemment qu'il y a des contraires. Tous les joueurs du PSG, ils ont voulu partir. Marquinhos aussi, le capitaine, Marquinhos en premier. Voilà. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est l'amour, tout ça là, c'est comme le respect. Ça veut dire qu'en fait, c'est donnant, ça se gagne. Il n'y a pas d'histoire de vous êtes supporter du club, vous devez le respect ou vous devez de l'amour aux joueurs. Non, on donne ce qu'on a à donner quand ils arrivent pour les accueillir, pour leur montrer qu'ils sont, c'est leur club, etc. Après, c'est donnant. Et effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, par exemple pour l'histoire de Neymar, c'est vous avez voulu me mettre en symbole, ok, je fais la gueule pour l'instant. Moi, je le comprends. Voilà, c'est donnant, il n'y a pas de problème. Une fois, après, il donne tout sur le terrain. Pour revenir à Verratti, Marquinhos, mais bien sûr que tout est pardonnable. Parce que de toute façon, l'histoire du foot, c'est l'histoire des transferts, c'est l'histoire des joueurs qui veulent partir ou pas. Paoletta, qui est une idole, d'accord, il s'est servi de Lyon pour augmenter son salaire. Et pourtant, c'est une idole du parc. Tu vois, je veux dire, c'est le football aussi. Il ne faut pas arrêter de croire que c'est le monde des bisounours et que tous les joueurs, ils ont signé un contrat de 50 ans au PSG et qui ne bougeront jamais, même si on ne les augmente pas, même à 700 € par mois. Mais évidemment que non. Donc, tous les joueurs ont voulu partir. Voilà, je redis. Paoletta, Ginola, Wea, Rocheteau, il a fini à... Fernandez, Yacine. Luis Fernandez, il parti pour des raisons financières. Exactement. Donc, ils ont tous voulu partir. Donc, ce n'est pas la question. Le truc, c'est qu'après, à un moment donné, de te remettre dans le bon mood, quoi. Ça y est, voilà, c'est passé, c'est passé. JB, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais. Le pardon, c'est une évidence parce que de toute façon, c'était une relation humaine. Les deux seuls qu'on ne pardonnera pas, c'est Fred Déhu et Fabrice Fiorez. Mais ceux-là, on les a déjà oubliés. Ah oui. Voilà. Et Lorixana? Ah, connais pas. Lorixana, connais pas. Ah là là là. Je connais pas. Je n'oublierai jamais ça. J'ai oublié. Ah, lui, c'est bien. Tu sais, c'est le choc post-traumatique. C'est il y a un moment donné, tu fais fou. Il y a Sipos qui nous dit il ne faut pas oublier que les relations avec les supporters après le final 8 étaient très bonnes. C'est suite
c'est suite aux insultes sifflées du match après le Real Mhm. que la relation Neymar-supporter s'est rompue. Oui, tu as raison, mais il y a aussi les banderoles en 2019, quand finalement il reste et que les ultras mettent des banderoles très insultantes, vraiment très, très insultantes envers Neymar. C'est le point de départ. Hein. Après, effectivement, le final hate, etc. Mais le point de départ, c'est plutôt ça. Je voulais vraiment qu'on termine ce live. Un mot, et je te libère, JB, promis, avant que tu ne t'évanouisses en direct. Je vais aller me coucher là. Sur ce qui s'est passé, tu sais, on en a parlé, tu n'étais pas là. On avait parlé de ce qui s'était passé pendant le match face à Haïfa. Mhm. Donc, on avait parlé de Ticket Place et de la tribune Boulogne. Tu as vu ce qui s'est passé comme tout le monde. La tribune Boulogne qui a été envahie par des supporters d'Haïfa. Et cette semaine, le PSG a répondu à ces polémiques via le média France Bleu Paris. Et donc, a expliqué deux choses. Sur Ticket Place, c'était pour contrer un peu le marché noir. Ont-ils répondu? Donc, ils expliquaient qu'avant la mise en place de Ticket Place, les gens pouvaient revendre leurs billets sur différentes plateformes, dont Le Bon Coin, par exemple. Et donc, c'était aussi pour stopper cette folie du marché noir. Et concernant la tribune Boulogne, sur le retour de certains ultras qui voudraient occuper la tribune historique, hein, on l'avait déjà expliqué. Et d'ailleurs, tu en parles dans le livre Une histoire populaire du PSG, 50 ans de passion, un livre qui est toujours disponible, hein, si vous voulez acheter, un excellent livre coécrit par Clément Pernia, Jean-Baptiste Guégan et moi-même, donc toujours disponible aux éditions Hugo Sport, et qui explique que finalement, après avoir regardé qui se cachait derrière les ultras qui voulaient revenir dans la tribune Boulogne, ils ont estimé qu'il y avait voilà, peut-être des gens derrière qui n'étaient pas bienveillants et qui pourraient aussi avoir fait partie de l'ancienne tribune Boulogne, donc très marquée à l'extrême droite, etc. Et qu'eux ne voulaient absolument pas le retour de ces gens-là. C'est ce qu'eux expliquent. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. C'est ce qu'eux expliquent. Et ils disaient qu'ils sont très contents qu'aujourd'hui, au Parc des Princes, notamment autour de l'enceinte, soit plus apaisé, que les familles peuvent y aller avec enfants, etc. Pour toi, c'est quoi? C'est de la langue de bois, que ce soit sur Ticket Place ou la tribune Alors, Boulogne? c'est Ou c'est d'abord une- vraiment l'image que veut donner le PSG, un club lisse, un club familial? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que c'est d'abord une logique business qui est en lien avec l'image. Concrètement, la plateforme Ticket Place, elle est faite pour que le club puisse gérer la totalité des consommateurs qui rentrent, qui sont des spectateurs supporters ou pas, et beaucoup de touristes. Moi, ça me sort par les yeux hein, quand je vais au parc en ce moment. On a fait un match il n'y a pas longtemps avec Clément et des potes, et on avait 3 supporters asiatiques qui ont passé leur temps avec leur téléphone à se filmer en train de regarder le match. Tout ça en live sur Instagram. Bon, c'est pas ça que je veux voir dans mon stade. Mais pour le club, aujourd'hui, ça permet une chose, ça permet d'augmenter les prix et même sur la revente, de prendre une marge. C'est-à-dire que le club marge sur chaque ticket revendu. Ce qui fait que du point de vue business, ça contribue à augmenter le poste du ticketing, c'est-à-dire le revenu. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à changer. Alors après, est-ce que ça pose des problèmes de sécurité? Bah, on l'a vu. Moi, clairement, quand j'ai vu des supporters d'Haïfa arriver, se mettre en Boulogne, je me suis dit ça va mal se passer parce qu'on les contrôle pas. Finalement, il n'y a eu aucun souci, je crois, 13 arrestations et Oui. deux personnes très très légèrement blessées. Mais c'est de l'ordre de l'anecdote par rapport à ce qu'on a connu. Je rappelle que la dernière fois qu'un club israélien est venu jouer à Paris, il y a eu un mort. Et que le club a failli disparaître hein, sur demande du milieu politique. On le raconte dans le bouquin. Il y a un moment donné, on a demandé la disparition du PSG. Hein. Bon. Une fois qu'on a dit ça, faut aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'autre ambition de tous les clubs de foot pro hein, aujourd'hui, c'est de se débarrasser des visiteurs et de pouvoir augmenter et de mettre le prix des places le plus élevé possible. C'est-à-dire que là, par exemple, dans une des enquêtes de la LFP la semaine dernière, dans un sondage qui était fait auprès justement des dirigeants de club, la question était de savoir s'il ne fallait pas carrément arrêter de réserver un espace visiteur et être capable de mettre tous les billets au même prix. Bah là, c'est exactement cette réflexion-là. Si vous ouvrez Boulogne et que vous remettez les ultras là-bas, alors, outre l'histoire et les gens qui vont y aller, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus et tous les gens qui veulent aller au stade et qui sont prêts à payer 50, 60, 80 balles, ils vont les mettre. Alors, est-ce que ça a un impact sur l'ambiance? Oui, mais vous aurez toujours Auteuil avec le CUP. Et après, il y a la question de l'image. Si vous réinjectez des ultras d'avant, de ceux qui font partie, de ceux qui se sont fait remarquer, et de cette mouvance finalement qu'on voit revenir partout en Europe, vous aurez des problèmes d'image et vous aurez un problème de ticketing. Donc en termes de business, voilà. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'époque avec les 2 virages, quand ça se répondait.
Aujourd'hui, est-ce que c'est encore faisable et possible? Je l'adorerais, mais il ne faut pas que ça se passe avec certaines personnes qu'on a pu connaître, nous trois, de très près, où ça pouvait être compliqué. Oui, ce que tu expliques, c'est que s'il y a un retour d'une tribune Boulogne active avec remplie d'ultra, ça fera moins venir les touristes, parce que ça fait peut-être un peu plus peur. Un ultra, ça paye moins cher. Ça paye moins cher, tu auras moins de gens à la boutique des souvenirs juste après, tu auras moins de gens, tu auras moins de consommateurs, tu auras plus de fidèles du club qui ne sont pas forcément des consommateurs, ce que cherche le PSG, et tu vas te priver d'une manne financière, c'est-à-dire celle des touristes, celle des mecs des gens de province qui veulent voir Messi ou Neymar, qui ne sont pas forcément supporters du PSG. Donc voilà. Merci en tout cas JB pour cette petite précision. On va essayer de faire un live là-dessus, on va essayer d'abord d'inviter les gens qui veulent refaire vivre cette tribune Boulogne pour avoir leur avis. Je crois qu'il y a plusieurs groupes. Il y en a un qui s'appelle le Bloc Parisis. Donc, on essaiera de les faire venir et on essaiera de faire venir un ancien, celui qui avait créé le groupe des Gavroches, c'est Éric Bidot. On l'avait interrogé pour notre livre, alias Giscard. Donc, ça va être intéressant s'il est avec nous pour nous expliquer un peu tout ça. Oui, JB ? Juste un truc. Hein. On a tendance à dire que Boulogne, c'était une tribune d'extrême droite. Il y avait des gens d'extrême droite dedans, minoritaires sur la totalité de la tribune. Oui, bien sûr. Mais il faut le dire, c'est-à-dire que parmi ceux qui vont revenir là, ils ne sont pas tous encartés extrême droite, Zemmour, Front National et compagnie. Voilà. Voilà, c'est vrai, on l'avait déjà dit. On ne se méprenne pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens très bien dans ceux qui veulent revenir, mais le club a d'autres intérêts. Ah ouais. Sur la tribune Boulogne, on l'avait déjà expliqué que c'était pas 5000 skinheads qui occupaient la tribune Boulogne de l'ECOP. Il y avait effectivement une petite partie des gens d'extrême droite, mais ce n'est pas non plus la majorité. Après, il n'y avait pas des mecs d'extrême gauche non plus. Hein, faut pas. Non, c'est clair. ça, c'est clair. Merci à tous. Hein, merci d'avoir été avec nous pour ce live. Vraiment, vous étiez encore à peu près 130, 140 en moyenne aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce débrief. Merci à toi, Jean-Baptiste. Vraiment, merci beaucoup parce que voilà, tu n'étais pas au point ce matin, mais bon, voilà, j'espère que ça t'a reboosté, ça t'a redynamité ce petit débat avec nous, JB. Je vais aller dormir. Manger et dormir, ça c'est pareil, c'est ce que va faire Yacine juste après, surtout manger. J'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie, Yass. Merci beaucoup, coach Yacine. On va peut-être se retrouver mardi pour un live avec une surprise. Je ne vous en dis pas plus parce que, bon, on ne sait jamais s'il me fait faux bon à la dernière minute, donc je ne vous dis pas de qui il s'agit. Mais on va essayer d'avoir quelqu'un que vous aimez beaucoup et on va essayer de faire un petit bilan avec lui de ce début de saison. Donc, voilà, je confirme avec lui demain et si c'est le cas, je mettrai un petit message sur les réseaux. Merci à tous. Merci encore Jean-Baptiste Guégan. Merci Yass, coach Yacine. Et puis, nous, on se retrouve sans doute mardi. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.